Il y a 150 millions d'années, dans les plaines préhistoriques d'Amérique du Nord, alors que le T-Rex chassait seul comme un prédateur solitaire, des groupes d'herbivores, apparemment sans défense, développaient une stratégie de survie si puissante qu'elle transformerait des milliers de proies faciles en une force imparable que même le roi des dinosaures n'oserait pas attaquer. Et les scientifiques viennent de découvrir que ces troupeaux géants fonctionnaient comme un super-organisme doté d'une intelligence collective qui rivalisait avec les prédateurs les plus intelligents. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes, car maintenant je vais tout te raconter. Pourquoi les dinosaures herbivores étaient-ils si nombreux et comment arrivaient-ils à survivre dans un monde plein de dangers? Il y a très longtemps, il y a des millions d'années, la Terre était très différente d'aujourd'hui. Sur ce vaste territoire vivaient de très grands animaux appelés dinosaures. Parmi eux, il y avait toutes sortes d'espèces, mais beaucoup étaient des dinosaures herbivores. Un dinosaure herbivore est un animal qui ne mange jamais de viande. Il ne se nourrit que de plantes, de feuilles, d'herbes, de branches et parfois de fruits. Certains de ces dinosaures avaient un long cou pour attraper les feuilles dans les arbres. D'autres étaient plus petits et mangeaient ce qu'ils trouvaient sur le sol, ou même dans les buissons. La vie des dinosaures herbivores était pleine de défis. Même s'ils étaient très nombreux, ils vivaient dans un monde où l'on trouvait aussi beaucoup de dinosaures carnivores. Ces carnivores étaient des chasseurs. Ils avaient de grandes dents pointues et cherchaient toujours leur prochaine proie. Ils pouvaient courir vite et il leur fallait de la viande pour vivre. Ainsi, la terre ancienne était dangereuse pour les dinosaures herbivores. À chaque instant, un danger pouvait arriver d'un coin de la forêt, d'une plaine ou près d'une rivière. Les dinosaures herbivores avaient des tailles très variées. Certains étaient aussi longs que plusieurs bus d'aujourd'hui, comme les énormes sauropodes avec leurs longs coups et leurs longues queues. D'autres étaient beaucoup plus petits, marchant sur 2 ou 4 pattes, avec la tête basse pour manger l'herbe et les jeunes pousses. Malgré leurs différences de taille et de forme, tous ces animaux avaient une chose en commun. Ils préféraient se tenir loin des carnivores et cherchaient sans cesse de quoi manger pour survivre. Pour les dinosaures herbivores, manger était une activité très importante. Leur corps avait besoin de beaucoup d'énergie pour supporter leur poids et leur grande taille. Chaque jour, ils devaient trouver de grandes quantités de plantes. Ils pouvaient aller dans la forêt pour chercher des feuilles fraîches ou dans les plaines herbeuses pour manger de l'herbe nouvelle. Quand les fruits tombaient sur le sol, ils les ramassaient. Ils devaient aussi parfois grignoter de petites branches ou de la mousse. Il leur arrivait de marcher pendant de longues heures, voire des journées entières, pour trouver assez à manger. Plus il y avait de dinosaures, plus ils devaient explorer de nouveaux endroits quand tout était déjà mangé. Cela leur demandait beaucoup de patience et d'efforts. Mais la nourriture n'était pas le seul problème pour les dinosaures herbivores. À cette époque, la Terre était aussi pleine de dangers cachés. Le climat changeait souvent. Il pouvait faire très chaud pendant plusieurs mois, puis soudain, une pluie forte arrivait et toute la région devenait marécageuse. Les tempêtes étaient fréquentes. Les sécheresses et les inondations rendaient la vie encore plus difficile. Parfois, il n'y avait plus assez d'eau pour tout le monde, ou bien il fallait parcourir de grandes distances pour trouver de l'eau fraîche et propre. En plus de penser à se nourrir et à trouver de l'eau, les dinosaures herbivores devaient toujours faire attention aux prédateurs. Les carnivores chassaient seuls ou parfois en petits groupes. Ils utilisaient leurs dents et leurs griffes pour attraper les animaux plus faibles, comme les jeunes dinosaures, les animaux malades ou blessés, ou ceux qui s'étaient éloignés du reste. Un dinosaure herbivore qui restait isolé ou distrait était en grand danger. Il devenait plus facile à attraper et à manger pour les carnivores. Face à tous ces dangers, les dinosaures herbivores ont trouvé des solutions pour augmenter leurs chances de survie. Avec le temps, ils ont compris qu'ils étaient plus forts ensemble qu'isolés. Beaucoup d'espèces ont alors commencé à vivre en groupe. Ces groupes sont appelés troupeaux. Un troupeau regroupe plusieurs dinosaures qui marchent ensemble, cherchent la nourriture ensemble, se reposent ensemble et se protègent les uns les autres. Dans un troupeau, il pouvait y avoir des dizaines
parfois des centaines, et même dans certains cas, des milliers de dinosaures. Toutes ces bêtes vivaient en restant proches les unes des autres. Elles bougeaient ensemble dans la même direction, cherchaient à manger ensemble et restaient groupées pour prendre soin les unes des autres. Cette habitude de vivre en troupeau leur donnait beaucoup d'avantages. Ensemble, ils pouvaient surveiller plus facilement le terrain, sentir l'arrivée d'un danger et se défendre si un carnivore approchait. Quand un prédateur venait près du troupeau, il avait beaucoup de mal à choisir quelle proie attaquer. Parmi tous les grands dinosaures, le prédateur pouvait être confus et hésiter. Les adultes du troupeau, qui étaient généralement les plus grands et les plus forts, se plaçaient autour des jeunes et formaient une sorte de mur vivant pour les protéger. Si un carnivore essayait d'attaquer, il devait faire face à de nombreux animaux solides et unis. Les jeunes et les plus faibles restèrent cachés au centre du groupe, à l'abri. Dans chaque troupeau de dinosaures herbivores, chaque membre avait un rôle important. Les adultes surveillaient en permanence avec leurs yeux et leurs oreilles. S'ils entendaient un bruit étrange, s'ils voyaient de la poussière ou un mouvement suspect, ils pouvaient prévenir les autres membres du troupeau. Parfois, ils faisaient un cri qui avertissait de l'arrivée d'un prédateur. D'autres fois, ils agitaient la tête ou la queue de façon spéciale pour signaler un danger. Quand un membre du troupeau était inquiet, tous les autres devenaient attentifs et se tenaient prêts à courir ou bien à se regrouper pour se défendre. De cette manière, il était toujours plus difficile pour un carnivore de surprendre le troupeau. La vie en groupe apportait aussi d'autres avantages. Quand il fallait parcourir de longs chemins pour chercher de la nourriture ou de l'eau, les dinosaures avançaient ensemble. Les adultes aidaient les plus jeunes à marcher. Parfois, ils ralentissaient pour permettre aux petits de suivre le rythme. Les membres plus âgés montraient le chemin, car ils se souvenaient des endroits où il y avait de la nourriture ou de l'eau, même quand ces endroits étaient loin. Quand le troupeau trouvait une zone pleine de plantes fraîches, tous les membres pouvaient manger en même temps. Ils pouvaient profiter de la nourriture abondante sans avoir à se disputer ou à se pousser comme ils le feraient s'ils étaient seuls. S'il n'y avait plus assez de plantes dans un endroit, le troupeau cherchait ensemble un autre lieu riche en végétation. Cela leur permettait de ne jamais manquer de nourriture trop longtemps. Les scientifiques ont découvert tout cela en étudiant les fossiles de dinosaures. Ils ont trouvé dans la Terre de nombreuses traces de pas qui montrent que des groupes entiers de dinosaures marchaient ensemble. Il arrive même que l'on retrouve des ossements de plusieurs individus au même endroit, datant de la même époque, comme si tout un troupeau avait vécu et parfois disparu ensemble. Ces découvertes montrent que la vie en groupe était une vraie habitude chez beaucoup de dinosaures herbivores. Certains chercheurs pensent que les dinosaures communiquaient entre eux avec des sons, des gestes ou des mouvements. Ce n'était pas une langue compliquée, mais un moyen simple de dire « attention » ou « il y a de la nourriture par ici ». Les jeunes apprenaient à reconnaître ces signaux simplement en regardant comment faisaient les adultes. Cela leur permettait de bien vivre dans le troupeau, de suivre les bons exemples et de mieux se protéger. Ce mode de vie collectif leur permettait aussi de transmettre de précieuses informations d'une génération à l'autre. Quand les adultes découvraient un endroit sûr ou un bon coin pour manger, ils montraient aux petits comment s'y rendre et comment se comporter sans danger. Grâce à ce partage de connaissances, les dinosaures herbivores savaient mieux où aller quand les saisons changeaient ou quand une pénurie arrivait. Les jeunes pouvaient vite apprendre quoi manger ou boire, comment éviter les dangers et même reconnaître les bruits suspects dans la nature. Dans les grands troupeaux, les dinosaures pouvaient aussi mieux s'adapter aux changements de leur environnement. Si une tempête arrivait ou si la nourriture se faisait rare dans une région, le groupe décidait ensemble où aller ensuite. Les adultes prenaient des décisions en s'appuyant sur leur expérience et tout le monde suivait. Cette capacité à s'organiser ensemble leur donnait un avantage pour survivre dans des conditions difficiles. Plusieurs fois dans l'année, les troupeaux se rassemblaient dans certains endroits spéciaux pour pondre des œufs. Tous les membres se regroupaient pour surveiller les nids et protéger les bébés dinosaures dès leur naissance.
Les petits restaient cachés au centre du groupe, le temps de grandir et d'apprendre à marcher, manger et se défendre. Les adultes veillaient jour et nuit jusqu'à ce que les jeunes soient assez grands pour suivre le troupeau dans toutes ses aventures. Les troupeaux étaient souvent composés de familles, d'amis et de membres de différentes tailles. Les petits suivaient leurs parents, copiaient leurs gestes, apprenaient à marcher, à manger et à éviter les dangers. Toute cette organisation en groupe permettait de donner à chaque membre plus de sécurité, plus de chances de survie et une vraie force collective face à tous les dangers de la nature ancienne. Ce mode de vie basé sur la solidarité était essentiel. Sans ces groupes soudés, sans entraide et sans vigilance, il aurait été bien plus difficile pour les dinosaures herbivores de rester assez nombreux pour survivre aussi longtemps. C'est cette habitude de vivre, de se protéger, de voyager, de manger et même de transmettre ce qu'ils savaient ensemble qui a permis à ces grandes familles de dinosaures de prospérer sur la Terre pendant des millions d'années. Les fossiles trouvés par les scientifiques montrent qu'ils n'étaient pas seulement des animaux géants, mais aussi des experts de la vie en communauté. Dans le monde des dinosaures herbivores, chaque journée commençait par une recherche de nourriture. La vie du matin jusqu'au soir se passait à manger, à marcher et à chercher de nouveaux endroits où poussaient les plantes, l'herbe et les feuilles tendres. Tous ces dinosaures avaient des besoins alimentaires très grands car leur corps demandait beaucoup d'énergie. Pour mieux comprendre la vie quotidienne de ces animaux, il est important de découvrir ce qu'ils mangeaient vraiment, comment ils trouvaient leur nourriture et comment leur alimentation a influencé leur mode de vie. Les dinosaures herbivores ne mangeaient que des végétaux. Ils ne touchaient jamais à la viande, que ce soit d'autres dinosaures, des œufs ou de petits animaux. Leur choix était très simple, des feuilles vertes fragiles, des branches, de l'herbe, des arbustes, des fruits tombés au sol, parfois même des fleurs et de la mousse. Leur bouche, leurs dents et leurs mâchoires étaient faites pour saisir et couper les plantes, jamais pour déchirer la chair. En regardant les ossements découverts par les scientifiques, on voit que la plupart des dinosaures herbivores avaient des dents plates ou des becs larges et solides. Certains de ces animaux, comme les grands sauropodes, étaient capables d'atteindre les feuilles les plus hautes dans les arbres. Leur cou était très long, ce qui permettait de trouver de la nourriture là où d'autres animaux n'allaient pas. D'autres, comme les hadrosaures ou les ankylosaures, restaient près du sol. Ils utilisaient leur bec et leurs dents spécialement adaptés pour couper les brins d'herbe ou arracher les petites plantes au niveau du sol. Les dinosaures avec un bec crochu pouvaient aussi casser des branches plus dures ou manger les fruits qui collaient encore aux branches basses. Chaque espèce avait donc une manière différente de chercher sa nourriture. Les grands herbivores qui vivaient dans les forêts marchaient lentement, utilisant leur taille pour pousser des branches et atteindre les lianes et les buissons à l'ombre. Ceux qui vivaient dans les plaines passaient des heures à brouter l'herbe en avançant doucement. Parfois, au lever du soleil, on pouvait voir de grands groupes se déplacer en silence vers une nouvelle zone pleine de verdure. Quand il n'y avait plus assez de plantes dans une région, le troupeau cherchait un nouvel endroit. Parce qu'ils étaient nombreux, ils pouvaient rapidement manger toute la nourriture d'un petit territoire. Pour éviter d'avoir faim, ils étaient obligés de marcher de longues distances. Certains troupeaux parcouraient plusieurs dizaines de kilomètres en quelques jours pour trouver une nouvelle réserve. Cette recherche ne s'arrêtait jamais vraiment. En marchant, les dinosaures se reposaient un peu, mais ils se levaient souvent pour continuer à manger, car leur ventre était grand et avait toujours besoin d'être rempli. Les scientifiques qui étudient les fossiles de dents et les traces de morsures sur les plantes pétrifiées ont découvert quelles plantes étaient préférées par différents dinosaures. Certains mangeaient surtout des fougères, très abondantes à cette époque. Les fougères n'ont pas de fleurs ni de fruits, mais leurs feuilles poussent vite et couvrent souvent de grandes surfaces. D'autres dinosaures allaient préférer les cycas, qui sont des plantes avec des feuilles dures, ou les conifères, qui ressemblaient aux pins actuels. Certains animaux cueillaient des fruits tombés à terre, et les plus petits mangeaient parfois même la mousse qui poussait sur les pierres ou sur les troncs humides. Le choix de l'alimentation dépendait aussi du climat et de la saison. À certaines périodes de l'année, il y avait beaucoup de feuilles et de fleurs,
Tout devenait vert et frais. La nourriture était abondante et les dinosaures grossissaient. À d'autres moments, lors de la saison sèche ou du froid, les plantes devenaient rares. L'herbe jaunissait ou séchait et les arbres perdaient une partie de leurs feuilles. Les troupeaux devaient alors voyager encore plus loin pour trouver des endroits accueillants, parfois jusqu'à de nouveaux vallons ou de longues rivières où il restait assez de plantes pour tous. Le corps des dinosaures herbivores était entièrement adapté à ce régime alimentaire. Leur bouche était grande, avec des dents qui servaient à couper et à broyer. Quelques espèces, comme les ankylosaures, possédaient du même des plaques ou des becs surpuissants pour casser les végétaux plus durs. Leur langue mobile et solide les aidait à attraper les feuilles, même quand elles étaient hautes ou bien cachées. À l'intérieur de leur estomac, il existait un système très efficace pour digérer les fibres. Certains dinosaures avalaient de petits cailloux appelés gastrolites pour les aider à broyer la nourriture dans le ventre. En tournant dans l'estomac, ces cailloux écrasaient encore plus finement les morceaux de plantes. La digestion était donc facilitée et le dinosaure pouvait absorber l'énergie contenue dans chaque brin d'herbe ou chaque feuille avalée. Les besoins en nourriture étaient si grands que les dinosaures passaient la plupart du temps de la journée à manger, même la nuit. Certains restaient éveillés, surtout quand il y avait beaucoup de concurrence au sein du troupeau ou quand la nourriture devenait rare. Manger demandait de la patience, car chaque bouchée était petite comparée à la taille de leur corps. Pour les plus grands, il fallait avaler des centaines de kilos de plantes chaque journée pour rester en bonne santé. Les jeunes herbivores apprenaient vite les goûts des adultes. Ils observaient comment choisir les bonnes feuilles, éviter les plantes toxiques ou trop dures. Les adultes montraient aussi quels endroits étaient dangereux avec des plantes qui pouvaient blesser ou rendre malades. Cette transmission de savoir aidait chaque membre du troupeau à survivre même quand les ressources étaient limitées. Le fait de manger uniquement des plantes forçait les troupeaux de dinosaures herbivores à se déplacer en permanence. Un groupe restait rarement plus de quelques jours ou quelques semaines au même endroit. Dès que la région ne pouvait plus nourrir tout le monde, ils prenaient la route vers un nouvel espace. Cette habitude de bouger ensemble influençait beaucoup la vie du troupeau. Les déplacements devenaient de vrais voyages où chaque membre dépendait des autres pour réussir à trouver de la nourriture et à éviter les dangers. Les plus forts guidaient le groupe, les plus jeunes suivaient et les adultes surveillaient partout autour. Le choix de la nourriture avait aussi une influence sur la façon dont les dinosaures se défendaient. En broutant les herbes ou en mangeant les feuilles dans les arbres les plus hauts, ils devaient parfois s'exposer sur de grandes plaines ou à la lisière des forêts. Cela les rendait visibles pour les prédateurs. Pour compenser ce risque, ils restaient très proches les uns des autres pendant qu'ils mangeaient. Dès qu'un membre du troupeau levait la tête ou faisait un bruit, tout le monde devenait attentif. Dans un grand groupe, il y avait toujours quelqu'un pour remarquer l'arrivée d'un animal plus dangereux. Plusieurs études sur les dents fossilisées montrent que certains dinosaures herbivores changeaient de dents en grandissant. Les petits possédaient des dents fines faites pour les jeunes pousses tendres. Plus ils prenaient de l'âge, plus leurs dents devenaient solides, capables de broyer des feuilles épaisses ou des branches plus dures. Cette manière d'adapter la dentition aux besoins de l'âge permettait à chaque dinosaure d'utiliser au mieux ce que la nature lui offrait à chaque saison. La plupart des dinosaures herbivores devaient aussi faire attention à ne pas se blesser pendant qu'ils mangeaient. Beaucoup de plantes à cette époque portaient des épines ou des feuilles coupantes. D'autres développaient une sève collante ou des produits chimiques irritants pour ne pas être mangés trop vite. Les jeunes apprenaient à goûter prudemment chaque branche avant d'en manger beaucoup. Dès qu'une plante les rendait malades, ils s'en rappelaient et l'évitaient lors de la prochaine marche. Les dinosaures herbivores participaient, sans le savoir, à la croissance des plantes et à la vie de la forêt ou de la plaine. En marchant, en mangeant, ils distribuaient les graines qu'ils avaient avalées. Chaque fois qu'ils faisaient leurs besoins, ils répandaient ces petites graines dans de nouveaux endroits. Ainsi, de nouveaux arbres, de nouvelles herbes poussaient tout le long des chemins traversés par les troupeaux. Au fil des années, cela transformait le paysage et permettait la naissance de nouveaux terrains pour l'alimentation.
Les chercheurs pensent aussi que les dinosaures utilisaient leur odorat pour choisir les plantes les plus fraîches. Leur nez était assez développé pour sentir quelles feuilles étaient bonnes ou mauvaises. Le goût les aidait à décider, bouchée après bouchée, ce qu'il fallait vraiment avaler ou laisser tomber. Parfois, les troupeaux marchaient plusieurs heures pour atteindre un coin de forêt où poussaient certaines plantes rares particulièrement riches et savoureuses. Trouver et conserver la nourriture ne suffisait pas toujours. Il fallait parfois la défendre contre d'autres groupes. Quand deux troupeaux se croisaient dans une même zone riche, il pouvait y avoir des affrontements. Les adultes utilisaient la taille, la force ou même certains bruits pour montrer leur place et empêcher d'autres familles d'accéder à la nourriture la plus abondante. Mais en général, les groupes évitaient la bagarre, car le bruit et l'agitation attiraient aussi les carnivores de loin. Le régime alimentaire d'un dinosaure herbivore jouait aussi un rôle dans sa façon de grandir et de se reproduire. Pour pondre des œufs et nourrir les petits, les femelles devaient manger encore plus. Pendant la saison où les bébés arrivaient, le troupeau restait parfois plus longtemps dans une région où la nourriture était en abondance, pour s'assurer que tous les jeunes pourraient manger à leur faim. En observant les œufs fossilisés, les scientifiques ont remarqué que certains bébés naissaient avec un bec déjà bien formé, fait pour couper de petites feuilles. D'autres avaient des dents très molles au départ, puis développaient rapidement une mâchoire plus solide en grandissant. Les petits apprenaient à manger seuls en suivant les adultes qui leur montraient la variété des plantes à manger et les méthodes pour ne pas gaspiller. La diversité de la flore à cette époque rendait la vie plus facile, mais aussi plus compliquée à organiser. Les troupeaux qui connaissaient le mieux leur environnement et les plantes locales avaient plus de chances de rester en bonne santé. Ils savaient déjà où trouver de l'eau, quelle partie de la forêt avait les arbres à feuilles fraîches et où poussaient les meilleurs buissons de fruits. Parfois, lors de périodes de grande difficulté, comme une sécheresse, le troupeau devait s'adapter. Il fallait alors manger des plantes moins bonnes ou gratter la terre pour trouver des racines et des tiges souterraines. Ces périodes étaient dangereuses, surtout pour les plus petits et les plus faibles, mais la solidarité du groupe et l'apprentissage rapide permettaient souvent à beaucoup de survivre jusqu'au retour d'une saison meilleure. On peut aussi comprendre l'organisation du troupeau en regardant comment les membres partageaient l'espace quand ils mangeaient. Les adultes prenaient place autour du groupe, les petits restaient au centre, protégés et guidés. Ainsi, même pendant l'alimentation, la sécurité du troupeau passait avant tout. À force de se déplacer et de chercher quotidiennement la nourriture, les dinosaures herbivores devenaient experts de leur territoire. Ils connaissaient les endroits les plus dangereux où les carnivores pouvaient surgir. Ils savaient reconnaître les traces de griffes, les bruits bizarres dans les buissons, et restaient toujours prêts à se rassembler si un cri d'alerte était lancé. Ce mode de vie basé sur une alimentation faite uniquement de plantes a créé un lien très fort entre les membres du groupe. Cela a aussi fait naître un système où chaque individu, petit ou grand, avait besoin des autres pour survivre. La recherche de nourriture quotidienne était pour eux une aventure collective, un effort partagé où la vie et la sécurité de chacun dépendaient de l'attention du groupe entier. Pendant que les dinosaures herbivores passaient une grande partie de leur temps à chercher de la nourriture, ils devaient rester constamment attentifs à tout ce qui se passait autour d'eux. Leur vie quotidienne n'était pas seulement faite de repas et de marches tranquilles. À chaque moment, ils devaient faire face à de nombreux dangers cachés dans leur environnement. Ces dangers pouvaient venir des prédateurs, du climat, d'un manque de ressources comme l'eau ou l'herbe, ou même d'événements inattendus qui chamboulaient la vie du troupeau. Les plus grands dangers pour les dinosaures herbivores venaient des dinosaures carnivores. Ces chasseurs avaient des corps adaptés pour attraper et tuer d'autres animaux. Beaucoup de ces prédateurs étaient rapides, agiles et dotés de mâchoires puissantes remplies de dents pointues. Ils pouvaient se cacher dans la végétation, attendre que les herbivores soient distraits pour attaquer sans prévenir. Quand un troupeau se déplaçait dans une plaine ou arrêtait pour manger à un endroit riche en plantes, il y avait toujours le risque qu'un carnivore se faufile dans l'ombre ou derrière des arbres. Certains carnivores chassaient seuls, d'autres pouvaient se rassembler à plusieurs pour encercler un groupe de proies. Parfois, les jeunes dinosaures, qui étaient plus petits,
moins rapides et moins forts que les adultes, étaient les premiers visés. Les œufs cachés dans les nids ou les dinosaures malades ou blessés attiraient aussi l'attention des prédateurs. Un carnivore observait longtemps, guettant le moment où un membre du troupeau restait à l'écart ou semblait fatigué. Dès que cette occasion se présentait, il fonçait pour tenter d'attraper sa proie. Les scientifiques ont examiné des empreintes fossilisées de dinosaures carnivores tout près de celles des herbivores. Cela montre que les deux groupes vivaient dans les mêmes régions et que la menace des prédateurs était toujours présente. Parfois, des traces fossiles montrent une course entre un troupeau et un prédateur. D'autres fois, on retrouve des autres témoignages d'attaques qui ont mal tourné pour un jeune ou un individu faible. Pour éviter ces dangers, les dinosaures herbivores devaient adopter des comportements très prudents. Pendant que certains mangeaient, d'autres gardèrent la tête haute et surveillaient les alentours. Les plus vieux du troupeau, qui étaient les plus expérimentés, savaient reconnaître les signes d'un prédateur proche, comme une branche qui bougeait, un bruit soudain ou une absence inhabituelle de petits animaux dans le coin. Dès que le groupe sentait un danger, tout le monde se mettait sur ses gardes, prêt à bouger rapidement. Le climat était aussi une source de danger. Les saisons changeaient le paysage de façon brutale. Pendant les périodes chaudes, il pouvait y avoir beaucoup de soleil et très peu de pluie. La terre devenait sèche, l'herbe jaunissait, les rivières se rétractaient et les mares pouvaient disparaître complètement. Parfois, la sécheresse durait si longtemps que certains animaux tombaient d'épuisement. Pour les très jeunes dinosaures ou les mères qui devaient pondre, l'absence d'eau rendait la vie encore plus difficile. Beaucoup de troupeaux devaient marcher pendant des jours entiers, de l'aube au crépuscule, juste pour trouver une petite flaque encore humide ou un coin de végétation verte. À d'autres moments de l'année, c'était l'inverse. Il pleuvait sans arrêt. Les rivières sortaient de leurs lits. La boue recouvrait les pâturages et même les forêts étaient inondées. Un troupeau pouvait se retrouver piégé par la montée rapide des eaux ou voir toute sa nourriture disparaître sous la boue. Les tempêtes faisaient tomber les arbres, formaient des ravins nouveaux et parfois séparaient des membres du troupeau, qui se retrouvaient alors plus exposés aux prédateurs. Les jeunes dinosaures étaient particulièrement vulnérables à ces changements de climat. Leur corps encore petit ne supportait pas aussi bien le froid ou la chaleur extrême. Ils avaient aussi plus de mal à marcher longtemps sans se reposer. Très souvent, les adultes du troupeau aidaient les petits, en les abritant du vent ou du soleil avec leur propre corps. Ils ralentissaient la marche pour ne pas épuiser les jeunes, partageaient l'eau trouvée et surveillaient pour que personne ne se perde. Outre les carnivores et le climat, un autre grand danger était le manque de nourriture. Quand un troupeau restait trop longtemps dans une région, toutes les plantes étaient dévorées, l'herbe et les arbustes disparaissaient. Il fallait alors trouver un nouvel endroit et parfois traverser de longues distances inconnues. Entre deux zones riches en végétation, la marche pouvait être pénible, surtout si la faim s'installait. Les plus faibles, ceux qui avaient moins mangé ou étaient déjà fatigués, risquaient de ne pas suivre le groupe. Certains devaient s'arrêter, ce qui les exposait à tous les dangers de la solitude. Durant ces grandes migrations, tous les membres suivaient les adultes expérimentés qui menaient la route. Ils avançaient lentement, mais sans perdre de temps, car chaque retard signifiait moins de chances de trouver d'herbes fraîches ou de feuilles à porter. Les déplacements collectifs mettaient le troupeau en sécurité, mais aussi à l'épreuve. Parfois, la marche passait par des terrains accidentés, des rivières difficiles à franchir ou des zones où les prédateurs étaient nombreux. Les nids étaient aussi en danger. Pour se reproduire, les dinosaures herbivores devaient pondre des œufs. Souvent, ils faisaient des nids dans des endroits cachés ou au centre du troupeau. Mais malgré toutes les précautions, de nombreux prédateurs, comme les petits carnivores ou certains oiseaux, rôdaient à la recherche d'œufs faciles à voler. Les adultes prenaient des tours de garde près des nids, ils surveillaient le sol, les buissons et le ciel, prêts à défendre leurs petits contre tout danger. Quelques espèces, grâce à leur taille, pouvaient écraser ou effrayer les petits voleurs, mais cela n'empêchait pas toutes les pertes. La protection des œufs et des nouveau-nés était donc un combat constant pour tout le troupeau. En dehors des ennemis visibles,
il y avait aussi des ennemis invisibles. Parfois, des maladies touchaient le groupe. Si un membre tombait malade, il pouvait transmettre son mal aux autres, surtout quand tous vivaient et mangeaient très proches les uns des autres. Une maladie pouvait affaiblir tout un troupeau, le ralentir et le rendre plus vulnérable aux attaques extérieures. Les plus résistants survivaient, mais beaucoup de jeunes ou de plus vieux pouvaient y perdre la vie. Les changements de climat, l'humidité ou la sécheresse favorisaient l'apparition de nouvelles maladies chez les dinosaures. Un autre danger parfois invisible était le terrain lui-même. À certaines saisons, la terre devenait glissante ou instable. Les adultes pouvaient glisser, tomber ou même se blesser en franchissant des endroits rocailleux ou des marécages. Se blesser à une patte ou casser un os était très grave, car un dinosaure blessé ne pouvait plus suivre le groupe ni se défendre. Les prédateurs le repéraient très vite et l'attaquaient sans pitié. Quelques membres du troupeau restaient parfois en arrière pour aider, mais ils ne pouvaient pas toujours sauver les blessés. Les dangers étaient donc présents partout et à tout moment. Cela renforçait l'importance du groupe. Se déplacer, manger et dormir ensemble permettait aux dinosaures de mieux réagir à chaque nouvelle menace. Le troupeau aidait à détecter le moindre changement de l'environnement. Un bruit inconnu, une odeur différente, une absence de chant d'oiseaux ou la vue d'un prédateur à l'horizon. Les adultes apprenaient tôt aux jeunes comment reconnaître les signes du danger. Le craquement soudain d'une branche, les mouvements rapides dans les herbes hautes, le silence étrange d'une forêt qui d'habitude bruissait d'insectes. Cette vigilance se transmettait de génération en génération, rendant chaque individu plus prudent et attentif. Quand un prédateur était repéré, le troupeau avait des stratégies pour se défendre. Les membres du groupe formaient un cercle protecteur avec les plus jeunes au centre, ou bien ils prenaient la fuite tous ensemble dans une direction choisie par les adultes expérimentés. Certains dinosaures plus grands, comme les ankylosaures, utilisaient même leur queue épaisse pour repousser un attaquant. D'autres, même s'ils n'étaient pas très forts, pouvaient produire des bruits puissants ou de grands gestes pour effrayer le prédateur et le forcer à repartir. La coopération entre les membres du groupe jouait un rôle essentiel. Un troupeau uni qui réagissait vite et de façon organisée avait de meilleures chances de résister à une attaque. Chacun avait son rôle, surveiller, donner l'alerte, se placer autour des petits ou guider la fuite. Les adultes n'abandonnaient pas les jeunes, car la survie du groupe entier dépendait du bien-être de chacun. Même lors des déplacements les plus risqués, la solidarité restait grande. Si un petit dinosaure tombait dans un trou ou restait bloqué derrière un arbre, les adultes faisaient marche arrière pour le tirer d'affaire. Il arrivait aussi que des membres du troupeau alertent les autres en poussant un cri ou en remuant la tête, un code compris par tous. Cette façon de rester liés, toujours vigilants, leur donnait la force de faire face à bien des dangers. La nature même du paysage ajoutait parfois aux difficultés. Les montagnes, les ravins, les rivières profondes, les longues étendues sans arbres offraient peu de cachette si un carnivore attaquait. Chaque jour, le troupeau devait donc choisir attentivement son chemin, évitant les lieux trop exposés. Certains chemins étaient couverts d'empreintes fossilisées qui montrent combien de fois les groupes sont passés au même endroit, se servant des mêmes routes, saison après saison. Enfin, l'eau était un enjeu permanent. En période de sécheresse, savoir où trouver une mare cachée ou une source pouvait sauver le troupeau entier. Ces souvenirs étaient transmis de génération en génération. Les adultes menaient le groupe vers ces endroits, parfois très loin du territoire habituel, en suivant les traces de leurs ancêtres. Quand l'eau devenait vraiment rare, les animaux devaient se rationner, boire peu et économiser leurs forces. Ce manque d'eau rendait les carnivores plus agressifs, car eux aussi avaient faim et soif. Face à tant de dangers, la vie des dinosaures herbivores montrait ainsi une grande capacité d'adaptation. Ils apprenaient sans cesse à repérer les menaces, à changer d'habitude, à se déplacer en fonction de la sécurité ou des ressources disponibles. Le danger rendait le troupeau encore plus soudé. Chaque membre savait que rester vigilant et agir ensemble était la clé pour continuer à vivre, se nourrir et protéger les jeunes.
L'existence de ces animaux était donc guidée jour après jour par la recherche de sécurité, la prudence et l'entraide face à tous les risques de la vie sur la Terre ancienne. Dans ce monde plein de risques et d'incertitudes, les dinosaures herbivores ont compris avec le temps qu'ils devaient toujours rester rapprochés pour survivre. Leur manière de vivre en groupe n'était pas seulement une habitude, c'était aussi une véritable organisation et un mode de protection qui se développait chaque jour. Avec tant de dangers partout, former de grands groupes est devenu pour beaucoup d'espèces une règle normale pour vivre plus longtemps et avoir plus de petits qui survivent. Quand un troupeau se formait, il ne s'agissait pas de quelques individus réunis de façon simple. C'étaient souvent des dizaines, parfois des centaines, et même dans certains endroits du monde, plus de 1000 animaux qui se suivaient. Ces groupes pouvaient s'étendre sur une grande distance, avec chaque membre qui marche ou mange à côté d'un autre. Les adultes de chaque famille veillaient à ce que leurs petits restent proches. Cette proximité n'était pas laissée au hasard. Les dinosaures s'organisaient en avançant. Les plus grands prenaient souvent la tête ou les bords du groupe, tandis que les jeunes, plus fragiles, restaient au centre, bien protégés. La formation du troupeau commençait dès que les jeunes sortèrent de l'œuf. Les adultes restaient près des nouveau-nés, les guidant et les poussant doucement du museau ou de la tête pour qu'ils restent au cœur du groupe. À chaque déplacement, ce schéma se reproduisait. Marcher ensemble permettait de protéger chaque individu et de réagir très rapidement si un danger arrivait. Quand un cri d'alerte était lancé, le groupe entier se rassemblait en un rien de temps. Souvent, le troupeau avançait en ligne, mais il pouvait aussi se former en cercle, surtout quand des prédateurs étaient détectés dans la région. Les adultes faisaient une barrière vivante autour des plus petits. Cette barrière était très difficile à franchir pour un carnivore seul. Il aurait eu du mal à atteindre les jeunes sans recevoir de coups de queue, de griffes ou même d'être intimidé par la masse rassemblée des animaux. Cette technique de protection demandait une grande coordination de tous les membres. Chacun devait rester à sa place sans paniquer pour que l'ensemble reste solide. Chaque jour dans un troupeau était rythmé par l'attention à l'autre. Quand un membre du groupe était fatigué, blessé ou malade, les adultes ralentissaient le pas, l'attendaient ou l'aidaient à se relever. Les plus expérimentés gardaient en mémoire les chemins sûrs, les passages où le terrain devenait dangereux, les coins où il fallait avancer vite, car ils savaient que les prédateurs y rôdaient souvent. Le groupe avançait ainsi en sécurité, en profitant du savoir de chaque adulte. Les déplacements du troupeau n'étaient jamais au hasard. Souvent, ils suivaient des routes précises, apprises depuis des générations. Les adultes menèrent le groupe vers les endroits où la nourriture était abondante et l'eau présente. Ces chemins étaient tracés par les passages répétés, la terre tassée sous les pas, les buissons pliés, et parfois même des traces fossilisées observées aujourd'hui témoignent de cette organisation. Si un endroit devenait trop dangereux, le groupe trouvait un autre trajet, mais restait toujours uni, avançant lentement, s'arrêtant ensemble pour manger et boire, puis repartant dès que le chef du troupeau le décidait. La cohésion dans le groupe n'était pas seulement liée à la sécurité. En se regroupant, les dinosaures pouvaient aussi mieux gérer la recherche de nourriture. Quand un adulte découvrait une zone riche, il attirait les autres par des sons ou des gestes, et tous en profitaient avant que la ressource ne disparaisse. De cette manière, il n'y avait pas de compétition forte entre membres du même groupe. L'entraide primait, car la survie de chacun dépendait de la force de tout le troupeau. En formant des groupes nombreux, les dinosaures herbivores ont aussi façonné leur environnement. Un troupeau qui avance laissait derrière lui un paysage transformé. La végétation était coupée, les arbres les plus tendres écorcés, les traces marquées dans la boue ou la terre desséchée. Cela permettait indirectement à certaines plantes de repousser mieux, car les anciennes étaient mangées ou arrachées, laissant la place à des graines nouvelles. Les fientes déposées tout au long du trajet ajoutaient des éléments nourrissants qui aidaient les plantes à pousser plus vite. Ainsi, la vie des troupeaux participait à l'équilibre de la nature qui les entourait. Au fil des saisons,
certains troupeaux se rejoignaient en d'encore plus grands rassemblements. Ces grands groupes pouvaient couvrir des kilomètres. Cela arrivait lors des migrations, pendant la saison où la sécheresse poussait les animaux à chercher des rivières ou des lacs encore pleins d'eau, ou quand un endroit précis devenait particulièrement riche en nourriture. Les rencontres étaient impressionnantes. Des adultes de différentes familles se reconnaissaient, se saluaient avec des gestes lents ou des sons graves, pendant que les petits se mêlaient et se suivaient, parfois formant de petits sous-groupes pour jouer, manger ou se reposer. Les grands rassemblements facilitaient aussi la reproduction. À certains moments de l'année, tous les membres d'une même espèce se retrouvaient sur des zones de ponte connues. Les femelles creusaient des nids dans le sol, souvent à côté de ceux des autres, pour que les adultes puissent se relayer à la garde des œufs. Rester nombreux sur un même site protégeait les nids contre les voleurs. Plus il y avait de pères d'yeux, moins un prédateur pouvait agir discrètement. Les adultes se relayaient, se reposant à tour de rôle, gardant toujours quelqu'un près des œufs ou des jeunes qui venaient de naître. L'attention portée aux jeunes était extrême. Quand un petit dinosaure tombait, trébuchait sur une pierre ou restait bloqué derrière un arbre, plusieurs adultes venaient l'aider à se relever. Les sons produits par les adultes pour parler aux petits étaient variés. Des murmures profonds, des sifflements, des bruits de bouche. Les enfants apprenaient vite à reconnaître l'appel de leur mère ou du chef du groupe. Cette communication simple mais efficace permettait à tous de rester soudés, même dans la pénombre, le brouillard ou la nuit. La formation de troupeaux avait aussi une influence directe sur la façon dont les herbivores s'organisaient face à la menace constante des carnivores. Quand un prédateur approchait, il devenait très difficile pour lui de viser une proie précise au milieu de tant de membres rassemblés. Le mouvement du groupe, la poussière soulevée par tant de pattes, le bruit de centaines de pas et de cris désorientaient souvent le chasseur. Si l'attaque était vraiment menaçante, les adultes formaient autour des jeunes une muraille vivante. Les carnivores étaient alors obligés de s'attaquer aux bordures, où les adultes les plus solides pouvaient se défendre, parfois même en attaquant à leur tour. Les scientifiques qui étudient les restes fossiles se sont rendus compte que beaucoup d'espèces herbivores adoptaient ce modèle de vie en groupe. Les traces de pas trouvées dans la roche montrent des alignements d'animaux grands et petits, prouvant que familles entières, jeunes et adultes, traversaient ensemble des zones entières pendant plusieurs générations. Les couches de terre où l'on retrouve des dizaines, voire des centaines de squelettes regroupés indiquent que ces animaux ne vivaient pas seulement ensemble, mais mouraient aussi parfois dans les mêmes accidents naturels, comme une crue soudaine, une explosion volcanique ou une tempête de boue. À chaque saison, la taille des troupeaux pouvait aussi varier. Il arrivait que, lors des saisons de nourriture abondante, plusieurs groupes se regroupent et partagent le même territoire, puis se séparent à nouveau quand il fallait chercher plus loin. Les familles gardant leur cohésion interne, mais ne refusaient pas la présence de voisins venus d'autres horizons. Cela permettait d'échanger des sons, des gestes et d'apprendre de nouveaux moyens de se protéger. La transmission de ce mode de vie s'effectuait dès la naissance. Les jeunes copiaient l'attitude des adultes, marchaient en file, se couchaient au centre si quelque chose faisait peur, rester immobile lors d'un bruit inconnu ou suivre le cri particulier qui signifiait partir vite. Cette éducation par l'exemple créait un comportement collectif très efficace où la réaction du groupe était rapide et adaptée à la situation. Les membres du troupeau ne se contentaient pas de suivre les autres sans réfléchir. Ils restaient attentifs à tout ce qui se passait autour d'eux. Chacun surveillait sa place, s'assurant que personne ne manquait à l'appel. Les adultes les plus expérimentés donnaient le signal pour s'arrêter, boire ou se reposer, pendant que d'autres inspectaient les alentours, cherchant des traces de prédateurs ou de dangers naturels. Les nuits étaient aussi organisées. Pour dormir, le groupe s'installait sur un terrain plat, si possible loin de la forêt d'où pouvaient sortir les carnivores. Quelques adultes restaient debout, formant un cercle autour des autres, pendant que le reste du troupeau dormait ou se reposait.
la tête collée contre le voisin. Cela garantissait à chacun une chance de se reposer sans être surpris. Les regroupements servaient aussi lors des grandes traversées, franchir une rivière, grimper une pente glissante ou marcher sur une terre brûlante devenait plus facile quand tout le monde avançait à la même allure et pouvait s'aider. Pousser un petit vers le haut, attendre celui qui glisse ou faire écran contre le vent ou la pluie pour protéger les plus jeunes et les plus faibles. Les nouvelles difficultés étaient abordées ensemble. Si une région devenait dangereuse à cause d'un incendie, d'une éruption volcanique ou d'un autre phénomène naturel, le groupe décidait de repartir, parfois même en pleine nuit. La mémoire collective et le suivi des plus sages permettaient au troupeau de ne jamais céder à la panique et d'avancer toujours dans le sens le plus sûr. Quelques espèces ont montré, grâce aux squelettes fossiles retrouvés, des signes d'entraide poussée. On a vu des membres guéris de blessures graves, preuve qu'ils avaient été soignés ou accompagnés pendant leur convalescence. La lenteur de certains membres âgés ou handicapés ne provoquait pas leur exclusion. Tant que le troupeau pouvait avancer ensemble, tous avaient leur place. La présence de milliers de dinosaures réunis changeait parfois le cours même des rivières, le relief des prairies, et obligeait les autres animaux à s'adapter à cette masse en mouvement. La place prise pour dormir, manger, boire ou se reproduire marquait le territoire de façon claire. Les traces fossiles trouvées aujourd'hui dessinent une carte complète des itinéraires et montrent à quel point le mode de vie en troupeau était central pour la plupart des dinosaures herbivores. Vivre ensemble imposait donc une discipline, des habitudes partagées et un souci constant de la sécurité de tous les membres. Les mouvements, le repos, les repas, la garde des petits et des œufs, la vigilance contre les dangers, tout était pensé pour garder le plus possible de membres en vie et transmettre aux générations suivantes les moyens de survivre encore mieux. Grâce à cette logique de groupe, les grands dinosaures herbivores sont restés parmi les habitants les plus nombreux et les plus résistants de la Terre ancienne, marquant de leur passage tous les paysages qu'ils traversaient. Lorsque les dinosaures herbivores avançaient ensemble, mangeaient ensemble, dormaient ensemble et surveillaient leur territoire, ils développaient en même temps une sécurité qui n'aurait jamais existé s'ils avaient vécu seuls. Les dangers étaient nombreux et variés dans leur monde. La vie en troupeau offrait une protection très efficace contre les menaces venant de tous côtés. Cette sécurité n'était pas simple car elle demandait de la coordination, beaucoup de vigilance et l'implication de tous les membres du groupe, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Quand plusieurs dinosaures herbivores marchaient côte à côte, il y avait toujours de nombreux yeux pour regarder autour. Le paysage pouvait être vaste, avec des forêts, des rivières, des plaines ouvertes ou des collines, mais personne n'était jamais seul dans sa surveillance. Chaque animal jetait un coup d'œil régulier à droite, à gauche, à l'avant et même derrière. Cette attention partagée multipliait les chances de détecter à temps un prédateur caché, un bruit suspect ou le moindre signe de mouvement dangereux dans les buissons, la lande haute ou la rivière. Il suffisait qu'un membre voie un danger, lève la tête brusquement ou pousse un cri bref, et tout le troupeau réagissait d'un même mouvement. Ce signal était compris de tous. Certains secouaient la queue, d'autres poussaient des sons graves ou frappèrent du pied. Il n'était pas nécessaire de parler un langage compliqué. Seul le geste ou le bruit inattendu suffisait. L'avantage le plus clair de cette vie en groupe était qu'un carnivore, même s'il était grand et fort, hésitait face à autant d'animaux réunis. Attaquer un troupeau n'était jamais aussi facile que de chasser un individu isolé. Un prédateur devait choisir sa victime. Cela devenait presque impossible quand tous les herbivores avancent ensemble, forment un mur vivant ou se mettent soudain à courir dans la même direction. La poussière, les cris, le mouvement de la terre rendaient l'attaque très difficile pour le chasseur, qui risquait même d'être blessé s'il se trompait de cible. Pour rendre la protection plus efficace, chaque troupeau avait sa manière de s'organiser. Les adultes les plus forts marchaient souvent à l'extérieur pendant que les jeunes restaient au centre. Si l'alerte était donnée, les membres du groupe modifiaient leur position pour entourer les petits. Ceux qui étaient blessés ou faibles recevaient aussi une attention spéciale.
Plusieurs adultes restaient tout proches, ralentissaient l'allure ou faisaient écran pour qu'un prédateur ne les aperçoive pas. Cette organisation, très simple mais très solide, faisait la force du groupe. Le terrain où vivaient les dinosaures herbivores changeait souvent. Ils devaient traverser des forêts épaisses où chaque ombre cachait un risque, ou marcher sur des plaines découvertes où la fuite était difficile. Dans ces moments, la cohésion du troupeau était la meilleure protection. Les adultes de tête inspectèrent le chemin, choisissaient parfois une route différente si la zone semblait risquée, et le reste du groupe suivait sans désordre, car ils avaient appris depuis petits à respecter leur place. Quand il fallait dormir ou se reposer, le groupe choisissait une zone dégagée. Plusieurs membres restaient éveillés, surveillant les alentours. Au moindre bruit, ils se dressaient, montraient du regard le coin suspect, puis poussaient des sons que tous connaissaient. Même en pleine nuit, au son d'un cri précis, tout le troupeau pouvait se lever, se rassembler et partir dans quelques secondes, sans panique inutile. Les jeunes dinosaures, qui étaient souvent la cible principale des carnivores, bénéficiaient énormément de cette organisation. Ils apprenaient rapidement quels gestes signifiaient l'alerte, quels cris demandaient de courir ou de se cacher, quelles attitudes montraient une menace proche. Les adultes, en multipliant ces signaux, donnaient aussi aux jeunes la possibilité de survivre dès leurs premiers mois, ce qui augmentait le nombre total des herbivores chaque année. Quand un prédateur approchait, la réaction du troupeau variait selon l'espèce et le danger. Parfois, tous prenaient la fuite en ligne droite, cherchant la sécurité dans la vitesse et la cohésion, en laissant le prédateur sensible facile. D'autres fois, surtout chez les dinosaures les plus grands ou dotés d'armure, le groupe formait un cercle fermé. Les adultes les plus puissants faisaient face au danger, queue ou cornes prêtes à frapper, tandis que les petits restaient exactement au milieu. Il arrivait aussi que des membres du troupeau se sacrifient pour protéger les plus jeunes ou les malades. Des études sur les fossiles ont révélé des blessures sur les grands adultes, des fractures qui ont guéri, preuve que certains prenaient des risques pour que le reste du groupe ait la vie sauve. Cette solidarité était une caractéristique essentielle chez beaucoup de dinosaures herbivores. Le groupe n'abandonnait pas facilement un de ses membres, sauf si le danger devenait trop grand pour tous. La défense ne s'arrêtait pas à la fuite ou à la formation de cercles. Certains dinosaures utilisaient des sons très puissants pour faire peur aux prédateurs. Ils secouaient la terre en frappant des pieds, faisaient vibrer leur gorge ou utilisaient la queue pour tapoter le sol. D'autres encore présentaient leurs plus belles armes, les plaques, les pointes, les cornes, montrant qu'ils étaient prêts à se battre si le prédateur insistait. Ces démonstrations de force suffisaient souvent à décourager un chasseur seul. La vigilance du troupeau était aussi essentielle pour protéger les nids ou les œufs. Les adultes se relayaient pour rester près des nids, parfois à tour de rôle pendant toute la durée de la ponte ou de l'éclosion. En restant nombreux autour des œufs, ils empêchaient les petits carnivores ou les reptiles de voler ou de casser les précieux futurs membres du groupe. Les jeunes qui venaient de naître étaient au centre de toutes les attentions. Toute la journée, chaque adulte surveillait, donnait à manger ou restait proche jusqu'à ce que les petits sachent marcher correctement. Même dans les moments plus calmes, la protection restait une priorité. Une vigilance permanente était observée dans les endroits connus pour être dangereux, près des points d'eau que tout le monde voulait atteindre, dans les endroits où la végétation était dense et où se cachaient parfois des nombreux prédateurs ou lors des traversées de terrains inconnus. Les adultes montraient l'exemple en inspectant toujours chaque coin où le groupe voulait boire, manger ou dormir. Quand la nourriture devenait rare, le danger de se disperser augmentait. Mais la discipline du troupeau empêchait que trop d'animaux ne s'éloignent des autres. Chacun savait que s'aventurer seul dans un endroit inconnu était très risqué. Même si l'herbe ou les feuilles semblaient plus nombreuses, il valait mieux attendre le groupe et avancer en bloc pour éviter les surprises douloureuses. Les scientifiques ont confirmé cette discipline grâce aux nombreuses traces fossiles retrouvées ensemble. De grandes pistes de pas parallèles, toutes orientées dans la même direction, prouvent que les dinosaures avançaient en ordre serré,
évitant de se séparer. La taille des empreintes montre aussi que petits et grands marchaient côte à côte, ce qui n'aurait pas été possible sans coordination. La communication était une part fondamentale de cette protection collective. Les sons, les gestes, les mouvements du corps donnaient toutes les informations nécessaires à l'ensemble du groupe. Certains criaient fort, d'autres couinaient doucement, d'autres encore donnaient de grands coups de tête en l'air. Les plus expérimentés savaient lire la moindre expression de leurs voisins pour savoir si le danger était proche ou non. Le partage de la vigilance avait aussi un effet bénéfique sur la durée du repos et la qualité du sommeil de tous. Chacun pouvait dormir quelques heures de plus en sachant que d'autres veillaient au danger. Cette confiance entre membres du troupeau rendait le groupe encore plus soudé. Il n'y avait pas de place pour l'égoïsme dans cette organisation. Tout le monde travaillait dans le même but, garder le plus grand nombre vivant et en sécurité. La formation d'un mur vivant où chaque animal se place à côté de son voisin pour former une barrière difficile à franchir était une technique remarquable chez de nombreux dinosaures herbivores. Les prédateurs devaient alors faire face à une masse compacte, pleine de queues puissantes, de pies solides et de têtes prêtes à pousser ou à frapper. Même les carnivores les plus courageux préféraient abandonner dans ces cas. Le risque était trop grand. La protection allait aussi plus loin que le simple fait d'éviter une attaque. Les herbivores défendaient parfois leur territoire contre d'autres troupeaux pour que la nourriture reste en quantité suffisante pour tous les membres. Ces démonstrations de force étaient parfois bruyantes mais rarement violentes. L'idée était surtout d'intimider l'autre groupe, de montrer que la cohésion était totale et que personne ne faiblirait. La sécurité apportée par le groupe permettait enfin aux enfants d'apprendre sans craindre. Les jeunes pouvaient jouer entre eux, découvrir comment chercher de la nourriture ou détecter un danger, tout en restant sous l'œil attentif des adultes. Cet apprentissage par l'exemple et la pratique dans un cadre sécurisé permettait à chaque génération de mieux survivre que la précédente. Les événements naturels pouvaient aussi obliger le groupe à démontrer sa solidarité. Face à une tempête, une crue ou un incendie, la fuite ou la protection collective était la meilleure solution. Les membres du troupeau se blottissaient, prenaient soin des plus faibles et ne partaient que quand tout le monde était prêt. Ce soutien était indispensable pour reconstruire rapidement le groupe dès qu'un danger était passé. Chaque membre du groupe prenait aussi soin des plus âgés ou des blessés. Les adultes ne laissaient pas un individu faible derrière. Ils ralentissaient la cadence, adaptaient la vitesse du déplacement et s'organisaient pour que tout le monde suive, même les plus lents. Ce comportement collectif assurait une meilleure survie à long terme. Un groupe qui protège ses membres reste uni et conserve sa force pour affronter chaque jour les épreuves de la nature. La formation des troupeaux, la discipline, la vigilance, l'attention portée aux petits et aux œufs, la capacité de réagir vite en cas de besoin, toutes ces règles de vie donnaient aux dinosaures herbivores une sécurité que peu d'autres animaux pouvaient obtenir. Cela expliquait pourquoi ces herbivores sont restés si nombreux et ont pu s'adapter à des changements parfois très brusques dans leur environnement. Ce sens du groupe, allié à la protection de tous ses membres, était la clé du succès et de la survie pour ces animaux dans le monde ancien. La force et la sécurité du groupe dépendaient aussi de la manière dont les dinosaures pouvaient se comprendre et agir ensemble chaque jour. Pour qu'un troupeau soit organisé, avance sans confusion et réagisse rapidement face à un danger ou à une opportunité de nourriture, tous les membres devaient réussir à communiquer. Chez les dinosaures herbivores, la communication et la coordination étaient essentielles, et chaque geste, chaque son et chaque mouvement avaient un sens précis. La cohésion du groupe ne reposait pas sur le hasard, mais sur un ensemble de signaux transmis de génération en génération. La vie dans un troupeau imposait à chaque membre d'observer les autres en permanence. Les adultes veillaient sur leurs petits et sur leurs proches. Les jeunes apprenaient à regarder comment bougeaient les adultes ou à écouter leurs sons particuliers. Quand un dinosaure voyait un mouvement inhabituel dans la forêt, une ombre nouvelle à l'horizon ou un bruit étrange près d'une rivière, il pouvait envoyer aux autres un message simple. Secouer la tête, lever la queue, pousser un cri court, fouetter le sol avec la patte ou se redresser soudainement.
Les autres membres du groupe comprenaient très vite que quelque chose demandait leur attention. Les sons jouaient un rôle important dans la transmission des alertes. Les dinosaures herbivores n'utilisaient pas de mots comme les humains, mais ils savaient produire différents bruits. Des mugissements graves, des cris stridents, des soufflements puissants ou des grondements brefs. Chaque type de son avait une signification. Un cri aigu pouvait alerter d'un prédateur tout proche. Un bruit long et grave pouvait signifier qu'il était temps de bouger ensemble, peut-être pour migrer vers une zone plus sûre ou plus riche en nourriture. Un petit couinement pouvait servir à apaiser un jeune effrayé, pendant qu'un soufflement fort pouvait signifier de rester sur place pour observer avant de décider ce qu'il faut faire. Il ne s'agissait pas seulement de crier ou de pousser des sons. Les mouvements du corps étaient tout aussi importants. Un adulte qui marchait vers la gauche avec assurance montrait aux autres la direction à suivre. Un dinosaure qui changeait de rythme ou s'arrêtait brusquement au milieu du groupe pouvait signaler la présence d'un obstacle, une plante toxique ou une rivière difficile à traverser. Les battements de queue étaient aussi utilisés pour parler. Un seul coup pouvait signifier un petit avertissement, plusieurs coups rapides voulaient dire qu'il fallait agir vite. Les adultes montraient ces gestes tous les jours. Les jeunes apprenaient à lire les signes. Lever les yeux, regarder vers la tête du troupeau, observer les queues, les mouvements latéraux, ou comment un adulte prenait soin d'un plus faible. Ce mélange de signaux sonores et gestuels garantissait que, même au sein d'un groupe de plusieurs centaines d'individus, tout le monde savait quoi faire au bon moment. Lorsque le groupe devait changer de direction, il ne suffisait pas qu'un seul dinosaure décide. L'ensemble du troupeau suivait souvent les adultes les plus expérimentés, ceux qui avaient déjà vu plusieurs migrations ou avaient vécu des situations dangereuses. Ces meneurs donnèrent le signal, parfois en émettant un son profond, parfois avec un mouvement bien distinct de la tête ou de la patte. Le troupeau réagissait alors comme un seul être. Cette cohésion permettait au groupe d'avancer vite, de ne pas se diviser et de dépenser moins d'énergie dans l'incertitude ou la confusion. La communication servait aussi à organiser les repas. Lorsqu'une zone de plantes fraîches était découverte, le dinosaure qui l'avait trouvée pouvait faire un signe, marcher lentement dans une direction précise, baisser la tête pour commencer à manger ou donner quelques sons doux pour attirer l'attention. Les membres qui avaient faim se rapprochaient, pendant que d'autres formaient comme une ligne de protection autour du groupe qui mangeait. Les adultes veillaient à ce que les jeunes ne soient pas exclus, qu'ils puissent profiter des meilleures feuilles et montraient par leurs gestes quelles plantes étaient bonnes ou dangereuses. Il y avait aussi des sons et des gestes pour calmer le troupeau. Quand tout allait bien, après un cri d'alerte fausse, un adulte pouvait émettre un murmure grave, rassurant, ou étendre doucement son cou et sa tête. Les jeunes apprenaient ainsi à distinguer les situations de grande urgence des moments où il faut seulement rester prudent mais sans paniquer. Cette maîtrise des émotions collectives évitait les mouvements désordonnés du troupeau et permettait de garder tout le monde en sécurité. La coordination du groupe lors des déplacements était très fine. Lorsque le troupeau devait franchir une rivière ou une pente raide, les meneurs montrèrent le chemin. Les adultes les plus proches guidaient les petits, les aidaient à monter ou descendre, poussaient doucement ceux qui traînaient. Les membres se plaçaient dans un ordre déjà connu, les jeunes au centre, les plus forts sur les côtés et les veilleurs à l'arrière pour repérer tout animal dangereux. Personne ne quittait le groupe sans raison, car chaque déplacement était préparé collectivement. La nuit aussi, la communication restait primordiale. Quand certains se reposaient, d'autres restaient éveillés. Un léger bruit suspect, un souffle de vent inhabituel ou un craquement pouvait attirer l'attention des veilleurs. Parfois, un appel nocturne discret circulait, relayé d'un adulte à l'autre, jusqu'à ce que tout le groupe soit prêt à agir. Si tout redevenait calme, un murmure collectif, un battement doux de pieds ou quelques mouvements lents calmaient l'ensemble du groupe qui reprenait son sommeil sans crainte. Les scientifiques qui ont étudié les restes fossilisés et l'anatomie des dinosaures ont remarqué que beaucoup d'espèces possédaient des structures utiles à la communication. Certaines avaient de grandes crêtes sur la tête, d'autres des plaques sur le dos, d'autres encore possédaient des queues larges ou musclées.
Ces éléments n'étaient pas seulement faits pour impressionner, mais aussi pour produire des sons particuliers, envoyer des signaux visuels ou attirer l'œil dans le groupe. Les couleurs vives, les sillons sur la peau, les formes particulières des écailles facilitaient la reconnaissance des membres du groupe, des familles ou des parents. Il n'existe pas de fossiles de cris ou de sons, mais les chercheurs pensent que les sinus, les trous dans les crânes ou les cavités dans le corps de certains dinosaures servaient à amplifier les sons. Un appel pouvait être très fort, se porter à grande distance, même à travers des forêts denses. Cela permettait de prévenir tout le groupe rapidement en cas d'urgence. Les jeunes développaient dès leur naissance la capacité de reconnaître la voix de leur mère, un son particulier ou un mouvement unique pour ne jamais se perdre dans la masse. Pendant la saison des pontes, la coordination atteignait un sommet. Les adultes organisaient des tours de garde, se passaient le relais sans jamais laisser les nids seuls. Des signaux précis étaient utilisés pour prévenir d'un danger, demander de l'aide ou signaler une éclosion. Les petits, à peine sortis de l'œuf, étaient guidés vers le centre du groupe par des sons tout doux, presque murmurés, pour qu'ils comprennent où aller sans être effrayés. La gestion des conflits internes faisait aussi appel à la communication. Parfois, 2 membres du troupeau voulaient la meilleure place pour manger ou se reposer. Ils utilisaient alors des sons réduits, des postures spéciales ou secouaient la tête pour montrer leur volonté, sans forcer à la bagarre. Le respect naissait de ce langage corporel. Chacun reconnaissait sa place sans mettre en danger le groupe. La coordination était indispensable lors des migrations quand le troupeau devait changer de région pour trouver eau et nourriture. Les meneurs faisaient des signaux pour donner le départ. Un mouvement net, un cri prolongé, plusieurs battements de queue. Le troupeau entier s'alignait alors, adoptait la même direction et avançait sans hésitation, évitant de se perdre dans les grandes étendues inconnues. Les membres les plus expérimentés, qui avaient déjà fait plusieurs traversées, montraient les repères importants à leurs enfants par des gestes précis, une branche courbée, une pierre repérée, une odeur particulière de rivière. La transmission de ces codes se faisait chaque jour, dans chaque geste de la vie commune. Les jeunes imitaient d'abord les adultes, puis inventaient parfois de nouveaux petits signaux pour jouer, pour demander de l'aide ou rappeler qu'ils étaient fatigués. Petit à petit, cette mémoire du groupe grandissait, se renouvelait, s'adaptait aux dangers extérieurs ou à la richesse nouvelle offerte par un changement de saison. Les moments difficiles, comme l'arrivée soudaine d'un prédateur, montraient combien la communication était utile. Pas besoin de crier très fort pour paniquer, un geste, un bruit. Tout le groupe comprenait et agissait ensemble. Certains membres prenaient la tête, d'autres guidaient les plus jeunes, tous adoptaient la technique apprise depuis l'enfance pour se défendre efficacement. Cette intelligence du groupe, sans chef unique mais avec beaucoup d'attention partagée, rendait les troupeaux presque invincibles quand ils restaient soudés et organisés. Même les rencontres avec d'autres groupes de dinosaures demandaient une bonne communication. Il fallait se reconnaître, s'avertir en cas de compétition, éviter le conflit direct par des signes visibles ou des sons portés loin. Parfois, 2 troupeaux marchaient en parallèle sur plusieurs kilomètres, échangeant des signaux, s'informant des dangers rencontrés ou des bonnes trouvailles de nourriture. Le soir venu, quand tout le troupeau s'installait pour dormir, la communication continuait doucement. Un adulte poussait un long souffle d'apaisement. D'autres reprenaient ce bruit et les jeunes, entendant la réponse, fermaient les yeux sans crainte. Ainsi, même dans la nuit, un lien restait actif entre tous les membres, cimentant la confiance et assurant la cohésion du groupe. À chaque étape de la vie, du plus petit jusqu'au doyen du troupeau, chaque individu apprenait à écouter, comprendre et transmettre les signaux du groupe. Au fil du temps, cette capacité à communiquer et se coordonner devenait une vraie force, aidant chaque membre à mieux survivre, trouver sa place et aider les autres dans toutes les situations. La vie en troupeau, rendue possible grâce à cette communication permanente et cette organisation attentive, restait la meilleure protection pour tous, dans un monde sans cesse changeant et rempli de défis nouveaux.
Cette organisation remarquable du groupe se retrouvait aussi dans la manière dont les dinosaures herbivores cherchaient leur nourriture chaque jour. La recherche de nourriture ne dépendait jamais d'un seul individu. Elle était une tâche partagée entre tous les membres du troupeau, ce qui augmentait beaucoup leurs chances de trouver en quantité suffisante tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. Le partage des ressources et la solidarité dans l'alimentation étaient des éléments essentiels de leur vie quotidienne, surtout quand le paysage changeait, quand la sécheresse se faisait sentir ou quand de nouvelles plantes apparaissaient. Le matin, dès que la lumière du jour s'installait, de nombreux membres du troupeau étaient déjà debout. Les plus jeunes observaient les adultes se mettre en mouvement. Les meneurs du groupe, habitués aux grandes marches et aux saisons changeantes, étaient souvent les premiers à partir à la recherche d'endroits où les herbes poussaient encore hautes, où les arbres portaient des feuilles vert tendres, ou où les buissons étaient couverts de fruits. Leur mémoire des bons endroits et des meilleurs moments pour manger était précieuse. Ils utilisaient leurs yeux pour repérer la végétation fraîche, leur odorat pour sentir la présence de feuilles ou de fruits mûrs même à distance, et parfois leurs oreilles pour écouter les autres animaux qui signalaient la présence de ressources. Quand un adulte repérait une belle zone à manger, il produisait un son clair, levait la tête ou faisait un mouvement de sa queue pour alerter ceux qui n'avaient pas encore vu. Les jeunes comprenaient vite et suivaient les adultes vers le nouvel endroit. Tout le troupeau se mettait alors en marche, en laissant derrière lui très peu de traces de disputes ou de bagarres. L'ordre d'arrivée n'avait pas beaucoup d'importance car la nourriture était presque toujours partagée équitablement. Les grands mangeaient ce qu'ils pouvaient atteindre, les plus petits picoraient les parties tendres accessibles et chacun trouvait de quoi remplir son ventre au moins un peu. Cette façon de chercher ensemble permettait de couvrir de grands territoires en peu de temps. Si un coin était pauvre, trop sec ou déjà épuisé, les membres se dispersaient en petits groupes, toujours surveillés par des adultes expérimentés pour explorer d'autres parties du territoire. Dès qu'un endroit plus riche était découvert, le signal était donné et tous se retrouvaient, évitant de perdre du temps là où il n'y avait plus rien à espérer. Par moments, plusieurs groupes pouvaient même se réunir, partageant une grande prairie où l'herbe poussait drue ou une vallée où poussaient beaucoup de plantes particulières. La saison influençait beaucoup la manière de chercher la nourriture. Lors de grandes pluies, les herbes poussaient vite et tout le monde mangeait à volonté. Pendant les périodes de sécheresse, il fallait marcher plus loin, parfois pendant plusieurs jours, pour trouver la moindre zone de verdure. Chaque adulte connaissait quelques abris secrets, des ruisseaux cachés ou de petites forêts protégées, et il apprenait aux jeunes l'importance de mémoriser ces endroits pour ne pas avoir faim lors du prochain voyage. La connaissance du territoire, transmise de génération en génération, était la clé pour traverser toutes les pénuries sans perdre trop de membres. Les adultes surveillaient aussi ce que mangeaient les jeunes. Parfois, des plantes fraîches avaient un aspect appétissant, mais étaient en réalité dangereuses ou amères. Les plus sages montraient alors du museau la bonne herbe, évitaient les branches épineuses, détournaient les petits des arbustes toxiques ou poussaient une plainte si un jeune tentait de manger quelque chose de mauvais. Cette surveillance constante évitait bien des erreurs et permettait d'apprendre, année après année, les secrets du paysage. Dans les plus grands troupeaux, le partage de la nourriture se faisait aussi selon la force de chacun, mais toujours sans laisser mourir de faim les membres les plus faibles. Les vétérans, ceux qui avaient déjà traversé plusieurs saisons difficiles, cédaient parfois la meilleure place pour paître à un adulte blessé, à une femelle qui venait de pondre, ou à un petit qui grandissait vite. Plusieurs membres participaient à cette répartition. Chacun observait, intervenait si nécessaire, surveillait que personne ne reste trop longtemps sans manger, ni que quelqu'un ne profite exagérément de sa position. Quand des ressources rares étaient trouvées, comme un arbre plein de fruits, les adultes faisaient souvent des signes pour demander de la patience. Tout le monde attendait son tour. Les plus jeunes, impatients, étaient parfois retenus d'une poussée douce pour leur rappeler la règle.
Les adultes montraient l'exemple en cassant seulement une branche à la fois, en grattant la terre sans abîmer toutes les racines. Ce respect de la ressource permettait de manger pendant plusieurs jours sur le même site, sans gaspiller et sans affamer les autres animaux venus aussi profiter de la richesse du lieu. Lors des longues migrations, le groupe faisait preuve d'une organisation impressionnante. En avançant chaque jour de plusieurs kilomètres, les membres s'arrêtaient régulièrement pour vérifier la quantité de nourriture à disposition. S'il fallait traverser une zone pauvre, ils buvaient plus avant de partir, mangeaient un peu moins et surveillaient que tout le monde ait la force de terminer l'étape. Les adultes encouragèrent les jeunes, leur montrèrent les petits réservoirs d'eau dans les pierres, les coins d'ombre où il restait quelques herbes fraîches ou les troncs où l'on pouvait trouver de la mousse tendre. Cette attention à l'autre, à chaque membre sans importance du rang, limitait les pertes et gardait l'énergie du troupeau intacte. La coopération allait plus loin que la simple recherche. Parfois, des groupes de différentes espèces herbivores partageaient un même territoire sans se mettre en conflit. Chacun avait sa zone préférée, selon sa taille, la forme de son museau ou la hauteur à laquelle il pouvait manger. Les plus petits mangeaient les herbes rases, les moyens coupaient les plantes à mi-hauteur, les très grands attrapaient les feuilles dans les arbres. Cette association permettait une meilleure utilisation de toute la flore sans que tout soit détruit d'un coup et sans compétition trop forte qui affaiblirait le troupeau. La présence de plusieurs troupeaux dans la même vallée permettait aussi d'échanger des informations sans même utiliser de mots. Un troupeau qui quittait brusquement une zone signalait souvent l'arrivée d'un danger ou la fin de la nourriture. Les autres groupes observaient, communiquaient aussi par des bruits ou des mouvements et adaptaient immédiatement leur comportement. Cette intelligence collective favorisait la survie de tous, car chaque expérience partagée enrichissait la mémoire générale. Lors de grandes sécheresses, il arrivait que la dernière zone riche en plantes soit très loin du territoire habituel. Les chefs du groupe décidaient alors de partir tôt le matin, de traverser parfois des collines, de longer des lacs ou de franchir des rivières pour trouver de nouveaux pâturages. En chemin, ils restaient groupés même si la nourriture manquait, partageant équitablement chaque brin trouvé. Les plus jeunes, encouragés par les adultes, apprenaient la patience et la nécessité de ne jamais abandonner les membres les plus faibles. Ce respect du groupe et cette ténacité des meneurs leur permettaient souvent de survivre là où des animaux solitaires auraient échoué. Le partage des ressources ne concernait pas uniquement la nourriture. L'eau était aussi une préoccupation quotidienne. Beaucoup de troupeaux choisissaient leurs itinéraires en fonction des points d'eau encore présents durant les saisons difficiles. Les adultes connaissaient les mares cachées, les sources en altitude, les rivières qui ne tarissaient jamais totalement. Lorsque le troupeau arrivait à l'eau, l'ordre d'accès était respecté. Les plus faibles buvaient parfois en premier, protégés par un cercle d'adultes, pendant que d'autres surveillaient l'arrivée éventuelle d'un prédateur. Boire devenait un moment de solidarité extrême, tout autant que manger ensemble dans la prairie. La solidarité dans la recherche de ressources était si forte qu'on retrouvait des traces fossilisées montrant des groupes de dinosaures de toute taille marchant dans le même sens, parfois sur plusieurs kilomètres, sans jamais se disperser. Les scientifiques ont confirmé, grâce à ces empreintes, que petits et grands, jeunes et vieux, suivaient ensemble les mêmes chemins et visitaient les mêmes lieux pour se nourrir et s'abreuver. L'absence de fossiles isolés montrait que même en période de danger ou de pénurie, la solidarité prédominait sur la dispersion. Certains adultes étaient chargés de repérer les dangers en même temps que la nourriture. Sur le chemin vers une zone riche en plantes, ils envoyaient des signaux de prudence, testaient les sentiers, écoutaient les bruits de la forêt ou surveillaient les traces d'animaux inconnus. S'ils découvraient un risque trop important, ils faisaient rebrousser chemin au troupeau ou changeaient de direction. Cela permettait de limiter les pertes en évitant les embuscades ou les pistes trop risquées. Les jeunes apprenaient, lors de chaque marche, à faire la différence entre une bonne opportunité et un mauvais choix. L'arrivée sur une grande zone de nourriture devenait presque une fête. Les adultes laissaient parfois les petits courir un peu, profiter des herbes fraîches,
découvrir les endroits humides ou les fruits mûrs. La discipline restait présente, mais l'ambiance était joyeuse. Chacun prenait ce dont il avait besoin, puis aidait les autres à trouver une place, à dénicher de nouveaux buissons ou à atteindre quelques feuilles hautes. Cette période de partage renforçait les liens du groupe et donnait à chaque membre l'envie de protéger la ressource et de rester soudés. La mémoire des anciens, transmise de vive voix ou par l'exemple, faisait grandir cette capacité de partager. Les plus vieux racontaient où trouver les plantes qui guérissaient, comment dénicher l'eau cachée sous une pierre, qu'il fallait toujours avancer ensemble pendant les périodes difficiles. Les jeunes retenaient ces conseils, les répétaient aux plus petits, et l'expérience du groupe s'enrichissait année après année. Les troupeaux qui géraient bien leur nourriture survivaient mieux et plus longtemps. La force de chaque individu dépendant du bien-être de tous, il était vital de respecter les règles de partage. Aucun membre ne se mettait à l'écart volontairement, et si un animal se trouvait perdu ou isolé au bord d'une prairie, les adultes venaient le chercher en poussant des appels, en montrant le chemin de la sécurité et du partage. Ainsi, la vie collective des dinosaures herbivores était construite autour de l'entraide dans la recherche et la gestion des ressources. Cette organisation permettait aux troupeaux de survivre aux pires sécheresses, de traverser de longues distances, de nourrir tous ses membres, petits et grands, et de transmettre la mémoire du groupe. Grâce à cette capacité à s'entraider et à se coordonner sans relâche, les dinosaures herbivores ont marqué de leur empreinte les paysages qu'ils traversaient et ont assuré, génération après génération, la réussite de leur mode de vie. Dans la grande famille des dinosaures herbivores, la façon de transmettre les savoirs était un pilier essentiel de la survie de chaque groupe. Grâce à la vie en troupeau et à l'organisation collective, chacun, du plus petit au plus expérimenté, avait l'opportunité d'apprendre chaque jour en observant, en écoutant et en imitant. L'apprentissage et la transmission des connaissances n'étaient pas juste des moments isolés. Cela faisait partie de toutes les actions, à chaque instant de la vie commune, des premières heures du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Quand un œuf éclot et qu'un bébé dinosaure sort pour la première fois, il est incapable de survivre sans aide. Les adultes, surtout les parents et les membres proches, entourent le nouveau-né. Ils l'aident à faire ses premiers pas, le protègent du froid, du vent et des prédateurs, mais surtout, ils lui montrent comment se nourrir. Le petit observe les gestes, la façon de baisser la tête pour choisir une plante, de tirer sur une feuille avec la bouche ou de mastiquer lentement. Par répétition, il comprend peu à peu ce qui se mange, ce qui doit être évité, et comment faire pour mâcher même les feuilles les plus épaisses. Chaque adulte du troupeau joue un rôle de guide pour les plus jeunes. Quand les adultes décident de bouger le groupe vers un autre endroit, les petits apprennent à reconnaître les signaux, le mouvement de la queue, le son particulier du cri de ralliement, les gestes de tête montrant la direction. Petit à petit, en suivant les adultes, les jeunes retiennent les chemins sûrs, les passages où l'eau coule même en pleine sécheresse, ou la façon d'éviter les coins dangereux là où souvent apparaissent les prédateurs. L'apprentissage s'étend à tous les moments, lors des grandes marches où il est vital de suivre la cadence du groupe sans traîner, pendant les pauses repas où chaque geste d'un adulte est regardé, copié et parfois corrigé si un petit fait une erreur. Les adultes corrigent doucement, sans brutalité, juste d'un mouvement de museau ou d'une posture rassurante. Grâce à cette attention constante, les jeunes acquièrent les habitudes qui les rendront plus autonomes à mesure qu'ils grandiront. Dans le troupeau, la curiosité des petits est respectée. Ils posent beaucoup de questions par leurs gestes. Ils goûtent à de nouvelles plantes, essaient parfois de s'éloigner un peu pour explorer ou regardent longuement ce que font les plus âgés. Les adultes encouragent la découverte tout en imposant des limites, jamais trop loin du groupe, jamais dans un territoire inconnu sans surveillance et toujours sous le regard bienveillant des anciens. Les plus jeunes assistent aussi à la gestion de la sécurité. Quand un adulte repère un danger, tous les petits doivent regarder sa réaction. Un cri bref, une course rapide vers le centre
ou un cercle formé autour des membres vulnérables. Cette stratégie s'apprend chaque jour, dans la répétition et l'observation. Les adultes montrent que la sécurité du groupe passe par la collaboration et que chaque membre doit réagir vite à l'appel d'un autre. Avec le temps, même les plus jeunes finissent par appliquer ces gestes, souvent sans réfléchir, dès que quelqu'un déclenche un signal d'alerte. L'apprentissage se fait aussi lors des migrations. Chaque année, ou lorsque la nourriture vient à manquer, les troupeaux parcourent parfois des dizaines de kilomètres pour trouver de nouveaux pâturages ou de l'eau. Ces longs déplacements sont des moments parfaits où les adultes montrent les règles à suivre. Marcher toujours ensemble, suivre ceux qui connaissent le chemin, rester calme lors du passage des rivières, s'abriter des tempêtes sous les arbres choisis par les meneurs. Les jeunes voient comment trouver les traces d'un ancien passage, comment reconnaître l'odeur de l'eau fraîche ou la terre humide et retiennent les endroits sûrs pour la prochaine migration. L'hiver et la saison sèche apportent d'autres leçons précieuses. Pendant ces périodes, la nourriture se fait rare. Les adultes montrent alors comment chercher les petites herbes cachées sous les pierres, comment gratter le sol pour en faire sortir les racines comestibles ou comment économiser leurs forces pour ne pas s'épuiser trop vite. La patience, le partage, l'attention aux signes de faiblesse des autres deviennent des exemples pour les plus jeunes qui comprendront vite que la survie dépend de la résistance du groupe entier. La reproduction est un autre moment important pour la transmission des savoirs. Lorsque vient l'époque de pondre les œufs, tous les adultes s'organisent pour préparer le terrain. Les plus jeunes regardent et participent parfois à la fabrication des nids, creuser dans le sol, tasser la terre, rassembler des feuilles pour réchauffer les œufs. Ils apprennent la patience nécessaire pendant la période d'attente, l'importance de la vigilance pour éviter que des voleurs ne s'emparent des œufs et la nécessité de se relayer à la garde du site. À la naissance des petits, une nouvelle période d'apprentissage commence. Les nouveaux venus sont protégés au centre du groupe. Ils suivent d'abord leur mère, apprennent à traverser les obstacles, surmonter une racine, passer un petit ruisseau, contourner une pierre glissante. Les adultes interviennent dès qu'un petit s'éloigne trop ou risque une chute, toujours avec douceur mais fermeté. Les plus grands du groupe montrent l'exemple, la manière de marcher en silence dans la forêt, de se tenir immobile lorsque le danger semble proche, ou de se mettre en cercle pour dormir sans inquiétude. Les sons jouent un rôle primordial dans l'éducation. Les cris, les murmures, les bruits de gorge ou les battements de queue transmettent non seulement les alertes, mais aussi l'apaisement, la permission de manger, le signal du départ. Les petits écoutent avec attention. Ils reproduisent d'abord timidement chaque bruit, puis s'améliorent avec l'âge jusqu'à communiquer aussi bien que les adultes. Cette transmission orale et gestuelle garantit que les informations restent intactes même après de nombreuses années et à travers chacune des générations du troupeau. Les adultes enseignent aussi le respect des ressources. Ils montrent comment ne pas détruire un arbuste entier pour une seule bouchée, comment patienter quand d'autres mangent avant soi ou comment choisir la bonne portion d'herbe pour qu'il en reste pour les autres. Cette gestion prudente de la nourriture se transmet par l'exemple, par des petits rappels si un membre prend trop ou se montre brusque. Les jeunes, voyant l'organisation collective autour du repas, comprennent la nécessité de préserver la ressource et de penser aux autres. Dans certaines espèces, l'apprentissage est facilité par la structure visible du groupe. Les jeunes restent toujours proches des adultes les plus sages, ceux qui possèdent une grande expérience des anciens dangers. Quand un membre du troupeau repère une plante nouvelle ou un animal inconnu, il montre d'abord par son attitude s'il y a un danger ou non. Les jeunes mémorisent ces réactions et savent, dans l'avenir, comment réagir face à l'inédit. Cette transmission des savoirs protège aussi contre les maladies. Les adultes éloignent les petits des eaux stagnantes, leur interdisent de manger les plantes moisies, expliquent par leurs gestes quels endroits éviter lors des fortes chaleurs ou comment se protéger de la pluie, des vents glaciaux ou des inondations soudaines. La mémoire collective contient ces conseils appris année après année, transmis de bouche à oreille ou de geste en geste, et cela aide chaque membre à éviter les pièges naturels du territoire. Certains adultes, blessés ou malades, deviennent aussi des enseignants. Par leur comportement prudent,
leur façon de soigner une patte ou de rester plus longtemps au repos, ils montrent l'art de l'adaptation à la fatigue ou à la douleur. Les jeunes voient que la force n'est pas toujours la règle et que la prudence, la patience et la capacité à demander de l'aide font aussi partie de la survie. Il arrive aussi que l'observation d'autres groupes serve de leçon. Lorsque deux troupeaux se croisent, les plus jeunes regardent comment les adultes se saluent, s'organisent, évitent le conflit ou partagent une zone de nourriture. Les plus sages profitent parfois de ces rencontres pour faire observer à leurs petits les différences, pour montrer que tous les groupes ne se comportent pas de la même façon et que l'observation attentive de l'autre est toujours nécessaire. La mémoire du groupe est précieuse. Les adultes racontent, par leurs gestes et leurs sons, où étaient les anciennes rivières, les bonnes grottes pour s'abriter, les passages sûrs ou dangereux, ou encore les saisons où il fallait redoubler de prudence face au climat ou aux prédateurs. Les plus jeunes, très attentifs, essayent ensuite ces techniques lors des marches, lors des repas ou dans les situations imprévues. Quand un membre du troupeau découvre une plante rare et savoureuse, il le montre aux autres, partage la trouvaille et tout le monde en profite. Quand un cri d'alerte retentit, chacun observe, apprend ce que ce cri signifie et applique la bonne technique pour se mettre en sécurité. À force de répéter ces gestes, les jeunes retiennent sans effort ces codes qui font la solidité du groupe. L'apprentissage n'est pas réservé aux jeunes. Même les adultes observent parfois les nouveaux comportements, s'adaptent à des changements inattendus ou copient des gestes inventés par d'autres adultes lors d'une situation difficile. Cette capacité à apprendre toute la vie rend le groupe encore plus résistant. Les adultes qui prennent soin des petits n'hésitent pas à intervenir quand un jeune tente de quitter le groupe sans prévenir. Ils le rappellent avec des petits cris, le ramènent doucement mais avec autorité, et montrent que rester ensemble est toujours plus sûr. Cette vigilance constante rassure les plus jeunes qui gagnent peu à peu en confiance et en autonomie. À chaque saison, avec la venue de nouvelles naissances et la croissance des petits, les leçons continuent. Rien n'est laissé au hasard. Le moindre bruit étrange, la moindre plante suspecte, un changement de direction ou une alerte climatique sert de base à de nouvelles instructions partagées. Le savoir du troupeau n'a jamais de fin. Il grandit avec chaque pas, chaque découverte, chaque épreuve surmontée collectivement. Grâce à cette transmission de savoir et à cet apprentissage continu, les dinosaures herbivores pouvaient affronter les dangers, trouver de la nourriture, protéger leurs œufs et leurs jeunes et adapter leur mode de vie au fil du temps. Cette force du groupe, liée au partage des expériences, permettait à chaque génération de devenir plus forte, plus habile et mieux préparée que la précédente. La survie de chaque membre dépendait de ce partage constant, invisible mais présent chaque jour dans tous les gestes de la vie en troupeau. La transmission du savoir et les liens tissés dans le groupe donnaient à chaque génération de dinosaures herbivores de meilleures chances de survie. Mais il restait un moment très délicat dans la vie du troupeau, la reproduction et la protection des œufs et des petits. Cette période était vraiment importante pour l'avenir de chaque espèce, car tout le travail du groupe ne servait à rien si trop peu de jeunes arrivaient à grandir et à devenir adultes à leur tour. À certains moments de l'année, souvent après les grandes pluies ou au retour de la saison la plus douce, le troupeau entier se préparait à la ponte. Les adultes changeaient parfois de territoire pour trouver un endroit approprié pour les nids. L'organisation de cette étape était très précise. Plusieurs femelles cherchaient un sol sec, mais pas trop dur, souvent en surélévation pour éviter l'eau en cas de pluie. Ensemble, elles creusaient des trous avec leurs pattes, parfois en ligne, parfois en cercle, pour y déposer les œufs, côte à côte avec ceux des autres membres du groupe. Le choix du lieu de ponte n'était jamais un hasard. Il fallait se méfier des rivières qui pouvaient déborder, éviter les zones où vivaient de nombreux prédateurs et éviter d'être trop près des forêts épaisses où il était difficile de surveiller autour des nids. Les adultes plus âgés, grâce à leur expérience, guidaient les autres vers les meilleurs emplacements, repéraient les années passées pendant les migrations ou lors de précédentes pontes. La ponte en groupe permettait de former une sorte de mur protecteur naturel autour des œufs.
Même les adultes qui n'avaient pas encore pondu ou qui étaient déjà parents participaient à la surveillance. Sur la Terre, les nids étaient serrés, parfois plusieurs centaines posés sur quelques dizaines de mètres. Chaque femelle pouvait pondre plusieurs œufs, disposés en demi-lune ou en cercle, puis recouverts de feuilles, de branches ou de terre pour les cacher du regard des prédateurs. Après la ponte, la phase de vigilance commençait immédiatement. Tous les adultes restaient proches des nids, ne s'éloignaient jamais trop, formaient une sorte de barrière autour de la zone pour décourager les voleurs. Chacun savait qu'à cette période, les petits carnivores affamés ou certains oiseaux essayaient de voler les œufs laissés sans protection. Les gardes, qui changeaient tour à tour, utilisaient leur grande taille, leurs cris ou leurs mouvements pour repousser les intrus. D'autres restaient postés un peu plus loin pour surveiller l'horizon, écoutant chaque bruit suspect ou cherchant les traces de pas dans la boue. Cette période de surveillance était longue. Les œufs mettaient plusieurs jours, parfois plusieurs semaines à éclore, selon la température, l'humidité et la taille du futur bébé. Pendant ce temps, il fallait continuer à se nourrir, alterner la garde pour ne pas s'épuiser et rester attentif aux dangers sans négliger la vie du reste du troupeau. La coopération rendait cette tâche moins pénible. Certains allaient chercher de la nourriture et l'apportaient aux gardiens, d'autres surveillaient pendant que le groupe voisin prenait un court repos. Lorsque les premiers bébés commençaient à casser la coquille et à sortir de l'œuf, tout le groupe se mobilisait immédiatement. Les adultes se rapprochaient, aidaient parfois les petits à s'extirper de la coquille, puis les chauffaient doucement du museau ou du corps. Les jeunes restaient naturellement au centre de la zone de ponte, protégés par la présence massive des adultes. Ils étaient fragiles, très petits, incapables de marcher loin ou de se défendre seuls. Les adultes leur montraient les premiers gestes indispensables, lesquels suivre ou se cacher en cas d'alerte, comment se mettre à l'abri du soleil ou de la pluie. Durant les premiers jours, les petits recevaient toute l'attention du groupe. Ils étaient nourris, aidés à boire et à marcher, apprenaient à reconnaître les signaux des adultes. Chaque bruit, chaque mouvement avait un sens maintenant vital. Être averti à temps d'un danger, apprendre à se coller au centre du groupe, comprendre pourquoi certains adultes s'interposaient entre eux et l'extérieur. Les plus vulnérables étaient toujours placés au milieu du troupeau lorsque des prédateurs rôdaient ou lorsqu'il fallait traverser une zone risquée. Quand un prédateur était détecté, le groupe réagissait tout de suite. Les adultes se plaçaient en cercle serré autour des petits, dressant la tête, agitant la queue, montrant leurs armes pour intimider l'ennemi. Les petits étaient invités par des sons brefs à rester couchés, immobiles, ou à se coller à la terre en attente du signal de sécurité. Si le danger passait, les adultes rassuraient les jeunes d'un bruit grave ou d'un mouvement doux. L'expérience de ces moments difficiles restait gravée dans la mémoire de chaque génération. À mesure que les jours passaient, les jeunes grandissaient, se montraient plus curieux et plus indépendants. Les adultes surveillaient chaque tentative de découverte d'un nouvel endroit, encadraient les jeux pour éviter de trop s'éloigner. Les plus rapides étaient encouragés à ralentir pour rester groupés. Les plus timides étaient protégés pour gagner en force et en assurance. Chacun recevait une attention adaptée à son tempérament et à sa fragilité. La protection des plus jeunes n'était pas seulement une affaire de force physique. Il fallait aussi surveiller l'alimentation, éviter que les petits ne mangent des plantes toxiques, leur faire découvrir les bonnes feuilles, les empêcher de boire de l'eau stagnante. Les adultes montraient chaque geste, intervenaient dès qu'un risque était perçu, corrigeaient par l'exemple et la patience. Les saisons apportaient leur lot de défis. Parfois, une pluie soudaine inondait les nids encore fragiles. Tout le groupe s'activait à déplacer les petits, à les porter sur des terres plus hautes, à reconstruire un abri avec branches et feuilles pour éviter qu'ils aient froid ou ne soient emportés par le courant. Quand la chaleur devenait trop forte, les adultes guidaient les petits vers l'ombre, leur apprenaient à se reposer pendant les moments les plus durs de la journée. La gestion des naissances était aussi liée à la mémoire collective. Les adultes les plus vieilles racontaient par leurs gestes où les nids avaient déjà survécu,
Quels emplacements éviter après une mauvaise expérience? Comment reconnaître les signes d'un sol instable ou d'une inondation à venir? Les jeunes mamans apprenaient en observant les plus expérimentés, corrigèrent leurs erreurs et amélioraient à chaque génération la chance de voir grandir un plus grand nombre de bébés. Les œufs qui ne survivaient pas n'étaient pas oubliés. Les adultes recouvraient la zone, laissaient les restes pour enrichir la terre ou éloignaient les coquilles pour éviter d'attirer les prédateurs. Les membres du groupe restaient proches les uns des autres durant ces pertes, partageaient l'attention aux survivants pour que la tristesse ne mette pas en danger la cohésion du troupeau. En période de migration, la tâche devenait encore plus difficile. Il fallait décider du bon moment pour partir, organiser le déplacement sans exposer les petits, diviser le groupe si nécessaire pour que chacun avance à son rythme. Les plus jeunes étaient déplacés au centre, les adultes aux abords, et chacun surveillait que personne ne soit oublié en route. Les haltes fréquentes servaient à nourrir et reposer les bébés, à vérifier que les œufs restés dans les nids n'étaient pas menacés. L'organisation autour des œufs et des petits demandait de l'intelligence collective. Chaque individu, qu'il soit parent direct ou non, participait à la surveillance, à l'encouragement, à la protection. Cette solidarité augmentait de beaucoup le nombre de jeunes capables d'atteindre l'âge adulte, un record nécessaire dans un monde où les prédateurs et les dangers naturels restaient toujours présents. La défense collective avait aussi un rôle dans la reproduction. Les adultes, sachant qu'ils seraient aidés par les autres membres du groupe, pouvaient déposer un plus grand nombre d'œufs sans avoir à surveiller seuls une trop grande zone. Cette confiance partagée renforçait la cohésion et créait un filet de sécurité invisible. Un danger détecté à un coin du site de ponte était annoncé et traité très rapidement. Les scientifiques, en étudiant les fossiles de nids, ont compris que certains rassemblements pour la reproduction pouvaient durer plusieurs semaines. Les traces de pas montraient les va-et-vient des adultes entre les sites de nourriture et les sites de ponte, les rondes organisées autour des nids, les passages répétés des grands et des petits dans les mêmes zones. La terre, marquée par la présence de centaines de corps, racontait l'histoire de cette vigilance constante, de cette attention partagée et des efforts immenses fournis pour assurer la naissance et la survie d'une nouvelle génération. Au fil du temps, cette capacité à protéger ensemble les œufs et les petits a eu un effet direct sur l'évolution des espèces herbivores. Celles qui étaient les plus organisées, qui savaient se relayer, transmettre leur savoir et s'entraider dans la défense des plus jeunes, ont vu plus de leurs membres atteindre l'âge adulte et reproduire à leur tour. La taille et la force du groupe, la mémoire des meilleurs sites de ponte, l'adaptation aux dangers naturels ont permis à ces troupeaux de continuer d'exister pendant des millions d'années. Chaque naissance n'était jamais un simple hasard. Elle était le résultat d'un effort collectif, d'une histoire longue faite d'apprentissage, de pertes, de victoires sur les dangers, de soins prodigués jour après jour à chaque œuf, chaque petit être, chaque maman fatiguée ou chaque jeune explorateur du troupeau. Ainsi, la reproduction et la protection des œufs, vus de loin, ressemblait à une immense mission partagée par tous les membres du groupe. Chaque geste, chaque cri, chaque décision pendant cette période témoignait de l'importance que le troupeau accordait à l'avenir de l'espèce, à la survie de chaque nouveau venu, à la transmission du savoir qui permettrait à la famille de traverser même les pires épreuves de la nature. La façon dont les dinosaures herbivores organisaient la protection de leurs œufs, la naissance et la croissance des petits montraient à quel point la vie de groupe et la solidarité étaient importantes pour eux. Aujourd'hui, il n'existe plus de dinosaures vivants, mais il reste des preuves de la manière dont ils vivaient en troupeaux très organisés. Ces preuves se trouvent dans la terre, dans les roches et dans les fossiles découverts par les scientifiques après des milliers et des milliers d'années. L'étude des fossiles découvre peu à peu les secrets qui expliquent pourquoi ces dinosaures herbivores ont pu survivre si longtemps sur notre planète. Lorsque des paléontologues cherchent des traces anciennes de dinosaures dans le sol, ils trouvent parfois de grandes surfaces couvertes de fossiles, de restes d'os et de squelettes incomplets. Il n'est pas rare d'observer que ces restes ne sont pas isolés,
Les os de nombreux individus sont regroupés dans la même couche de terre, parfois serrés les uns contre les autres. Certains sites montrent des empreintes de pas fossilisés en très grand nombre, toutes dans la même direction, parfois avec des traces de petits et de grands mélangés. Cela prouve qu'à un moment précis, ces animaux avançaient ensemble, marchaient côte à côte et vivaient dans des groupes composés de plusieurs générations. Il arrive aussi que l'on découvre des nids fossilisés contenant plusieurs œufs, parfois cassés, parfois intacts, entourés d'empreintes minuscules de bébés dinosaures. Ces découvertes sont très rares et précieuses. Les couches de terre autour de ces nids contiennent souvent les restes de plantes, de feuilles fossilisées ou de petits cailloux que les dinosaures utilisaient pour digérer la nourriture. L'étude attentive de ces éléments aide à reconstituer le mode de vie du groupe, les habitudes alimentaires, l'endroit choisi pour pondre les œufs et la période de l'année lors de ces gestes collectifs. Lorsqu'un grand nombre d'ossements de la même espèce sont trouvés ensemble, les chercheurs savent que la mort de ces animaux fut collective, souvent à cause d'un événement naturel, une crue soudaine, une coulée de boue, un incendie de forêt ou une sécheresse brutale pouvaient entraîner la disparition d'un groupe entier. Les corps se retrouvaient ensevelis côte à côte, préservés par le temps sous des couches de sédiments. C'est pour cette raison que l'on retrouve aujourd'hui des sites complets, témoignages de la vie de troupeaux. En étudiant la taille des ossements, les scientifiques parviennent à distinguer adultes, jeunes et bébés. Dans beaucoup de cas, la disposition des fossiles montre que les plus petits étaient entourés des plus grands, preuve que le groupe protégeait activement ses membres les plus vulnérables, même jusqu'à la fin. Les empreintes fossiles racontent aussi une histoire. Elles montrent que les troupeaux étaient composés d'individus de toute taille avançant ensemble, parfois très lentement, parfois plus vite selon la saison ou le danger. Les traces de pas, très nombreuses, se croisent et s'étendent sur des dizaines, parfois des centaines de mètres. Elles dévoilent les chemins empruntés par les troupeaux, les lieux fréquentés année après année, et permettent de comprendre quels territoires étaient les plus utilisés par chaque espèce. Dans certains endroits, on observe que plusieurs groupes se rejoignaient, partageaient la même route ou le même espace lors des périodes de migration. Des traces superposées montrent que la marche en groupe était ordonnée, organisée selon une logique collective, pas du tout aléatoire. D'autres découvertes apportent des détails sur la façon dont les dinosaures vivaient ensemble. Des fossiles de dents montrent des marques d'usure différentes. Certaines dents très plates prouvent que les animaux mangeaient beaucoup d'herbes basses, d'autres dents plus larges montrent qu'ils préféraient découper les feuilles hautes des arbres. Les restes de gastrolithes, ces petits cailloux retrouvés auprès de leurs os, prouvent que la digestion était collective. Tous avalaient ces pierres pour aider à broyer la nourriture. Des analyses fines du sol autour des squelettes révèlent aussi la présence de restes de plantes, de fruits, de morceaux de branches ou de sève fossilisées. On devine ainsi le type de forêt ou de plaine où vivaient les dinosaures, la nature de leur alimentation, mais aussi la manière dont les membres du groupe se déplaçaient à la recherche de leurs ressources préférées. Ces indices rendent vivant un monde disparu. Dans certains cas, les fossiles d'empreintes montrent que de très jeunes dinosaures marchaient au centre du groupe, entourés d'adultes qui les protégeaient. Les chercheurs mesurent la taille des pieds ou des pattes dans la roche, puis dessinent mentalement la scène où tout un troupeau traverse une rivière, grimpe une colline ou longe une vallée. Les plus solides ouvraient la marche, les plus vieux surveillaient l'arrière, et les petits restaient au centre du groupe pour éviter les attaques ou les accidents. D'autres fossiles témoignent de la solidarité des membres du troupeau. On trouve parfois des os soudés ou guéris. Cela signifie qu'un individu blessé a survécu grâce aux autres qui ont ralenti le groupe ou adapté l'organisation pour ne pas l'abandonner. Cette entraide, invisible autrement, apparaît ainsi dans la trace fossile. Un bras cassé, une côte ressoudée, une patte déformée, mais un animal vécu et protégé jusqu'à la fin de ses jours. Les scientifiques observent aussi que les troupeaux restaient parfois ensemble jusqu'à la mort, même lors de catastrophes naturelles. Dans certains sites,
Les squelettes ensevelis par des coulées de cendres volcaniques montrent toute une communauté unie, groupée comme si chaque animal veillait jusqu'au bout sur les autres. Ce mode de vie collectif aidait les dinosaures à survivre plus longtemps et à résister aux dangers. Les fossiles montrent aussi que certains troupeaux se rassemblaient chaque année au même endroit lors des migrations. Les strates successives de pas fossiles, d'ossements et de restes de nids sur plusieurs couches de terre attestent que cette habitude s'est répétée sur de longues périodes. On comprend ainsi que la mémoire du groupe, transmise de génération en génération, guidait les migrations, les arrêts pour la ponte et les chemins de retour. La grande quantité de fossiles trouvés dans certains lieux atteste que la vie de groupe n'était pas un fait isolé ou rare chez les dinosaures herbivores. Ce comportement était répandu dans de nombreuses régions du monde. Les empreintes de pieds retrouvées sur plusieurs continents montrent des habitudes semblables, comme si chaque troupeau, peu importe l'espèce, avait compris que la force de l'union était la solution pour survivre. Les traces fossiles aident aussi à estimer le temps de déplacement, la vitesse de marche, les périodes d'arrêt. Les calculs faits à partir de la distance entre chaque empreinte laissent penser que les troupeaux adaptaient leur allure à la saison, au relief, à la fatigue des jeunes ou à la présence d'un danger. Rien n'était laissé au hasard. Chaque déplacement était réfléchi collectivement. Chaque membre du groupe suivait avec discipline ceux qui connaissaient le chemin. La découverte de fossiles de nids, de jeunes et d'adultes au même endroit renforce l'idée que la vie collective était organisée jusque dans les moindres détails. La protection des œufs, l'attention portée aux petits, la gestion des ressources alimentaires, la transmission de savoir, tout cela était déjà présent chez les dinosaures herbivores il y a des millions d'années. Le succès de ces grands animaux sur la Terre n'était pas uniquement lié à leur taille ou à leur force, mais aussi à leur intelligence collective, à leur volonté de s'entraider et de protéger tous les membres du groupe. Depuis la fin des dinosaures, ces traces sont restées cachées sous la terre pendant très longtemps. Aujourd'hui, chaque fossile mis au jour raconte l'histoire d'un troupeau, un groupe uni, vigilant, capable de traverser des dangers, de trouver la nourriture nécessaire à chacun et de donner naissance à une nouvelle génération. Les empreintes, les nids, les restes d'os montrent que la coopération, la transmission du savoir, la solidarité pendant la reproduction et la vigilance pendant les migrations étaient la clé de leur longévité. Grâce à l'étude des fossiles, les scientifiques savent maintenant que la vie en troupeau a permis aux dinosaures herbivores d'éviter beaucoup de catastrophes qui auraient pu décimer des populations solitaires. Cette organisation collective leur donnait plus de chances face aux prédateurs, aux changements brutaux du climat, au manque de ressources ou aux dangers inconnus du paysage. Les groupes protégeaient mieux les petits, assuraient la survie des œufs et réussissaient à transmettre l'expérience acquise sur plusieurs générations. Aujourd'hui encore, chaque nouvelle découverte dans un site de fouille permet d'ajouter un détail à cette grande histoire. Les dinosaures herbivores, par leur manière de vivre en troupeau, ont laissé une trace indélébile dans la mémoire de la Terre. Leur force ne venait pas seulement de leur taille ou de leur nombre, mais de leur capacité à se soutenir, à apprendre ensemble, à avancer avec prudence et à défendre les membres les plus fragiles du groupe. La lecture des fossiles nous fait comprendre l'importance de la solidarité dans la nature ancienne. Sur les terres anciennes, chaque pas d'un dinosaure herbivore accompagnait celui de ses proches, parents, amis, petits ou vieux. Ce mode de vie, construit autour du groupe et de la protection de tous, aura permis à ces animaux de vivre pendant des millions d'années, laissant aujourd'hui encore des indices pour raconter leur incroyable histoire.